Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière vidéo parue sur la chaîne Le Réveilleur. Une vidéo qui fait quand même... combien elle faisait? Un peu plus d'une heure, tout pile une heure? 1h43, on va dire tout pile une heure. Et on va parler un peu de comment elle a vu le jour, des commentaires qu'elle a suscités, des questions qu'elle a soulevées, un peu des réactions. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur comment je fais mes vidéos, sur le maritime en particulier, ou même des remarques, des retours à faire sur la vidéo, n'hésitez pas, je pourrai les prendre au fur et à mesure à la volée. Donc là, vous êtes sur la chaîne Twitch du Réveilleur, qui est surtout une chaîne YouTube qui parle d'énergie et de climat, qui a dépassé les 200 000 abonnés depuis quelques temps, et qui grandit moins vite quand même, dernièrement. Euh, c'est une vidéo assez longue, assez complète, sourcée, fouillée, qui dure une heure et qui s'intéresse au transport maritime, qui en parle un peu de la physique du transport maritime, notamment de son efficacité énergétique, de ses impacts environnementaux, et en particulier, elle se concentre sur la question du climat, donc l'impact climatique du maritime, et comment on peut réduire ça. Alors déjà, peut-être, avant de parler un peu du fond de la vidéo, ici, vous voyez, ça c'est les petites données analytiques que me fournit YouTube. Et vous voyez que YouTube compare cette vidéo aux 9 autres dernières vidéos de la chaîne sur la même période. Donc vous voyez que sur 8 jours et 23 heures, elle a fait 32 000 vues. Et celle qui avait fait le plus de vues sur la même durée, c'est la vidéo de décryptage du Raptor, sortie il y a un peu plus d'un an, qui avait fait 100 000 vues. Donc elle a performé un peu moins que d'autres. Euh, et vous voyez dans les dernières bandes performance, il y a aussi la pompe à chaleur là, qui est une grosse vidéo. C'était attendu parce que c'est un sujet un peu plus éloigné du quotidien. Ce transport maritime, il joue un rôle important dans notre économie. Donc c'est derrière la consommation de beaucoup des choses qu'on consomme, mais c'est relativement invisible. C'est pas quelque chose auquel vous êtes directement confronté. Donc je pense que c'est un peu moins cliquable que des sujets comme la voiture électrique ou la pompe à chaleur auxquels on peut être directement confronté. Après, ça a aussi moins bien performé que les sujets de retrait atmosphérique, par exemple, du dioxyde de carbone, qui ont bien fonctionné pour des vidéos sur ces sujets. J'aurais parié que ça fonctionnait moins. Puis après, il y a peut-être des problèmes de cadrage, de titres, de miniatures, etc. etc. Et effectivement, il y a la question de l'évolution de l'algorithme YouTube. Bah, là-dessus, c'est dur pour moi d'en dire quelque chose. Je ne suis pas dans le secret, et surtout par rapport à d'autres collègues, vu que je publie des contenus de longueur un peu variés sur des sujets un peu politiques et assez peu finalement, et pas toujours avec la même périodicité. C'est plus dur pour moi de voir cette différence-là. Des gens qui publient toutes les semaines sur des sujets proches, ils voient plus facilement ce type d'évolution. Mais c'est vrai que dans la vulgarisation scientifique, on a l'impression que nos vues s'effilochent. Et puis sur les questions d'écologie, de climat, il y a aussi possiblement un peu un recul. Alors, plusieurs messages pour me dire bonjour, bonjour. Euh, Hashtag 10, ce n'était pas une vidéo que j'attendais, mais surtout par mon ignorance du sujet. C'est un truc invisible, effectivement. Donc voilà, ça confirme. Donc je vous rends le bonjour à tous ceux qui prenaient le temps de me saluer. Navislide nous dit remarque sur l'augmentation du prix du maritime, commentaire sur YouTube. Il me semble que le prix du fret a augmenté après Covid. Pourtant, les petits colis venant de Chine se portent bien. Alors, ah oui, j'ai vu ton commentaire sur YouTube, je crois que j'ai répondu tout à l'heure quand j'ai refait une passe dans les commentaires. Effectivement, j'avais commencé par faire des calculs à partir de l'article scientifique que je montre au début de la vidéo, et je trouvais des prix plus bas. Et du coup, ça me faisait un peu bugger, donc j'ai essayé de trouver des confirmations plus récentes. Et c'est là que j'ai trouvé ce site marchand qui donnait un prix qui, à mon avis, est encore représentatif aujourd'hui. Donc c'est fort possible qu'il y ait une augmentation des prix depuis le Covid. Ça reste bas. Et sur la remarque sur les petits colis, si tu fais une remarque sur notamment cette mode ultra rapide, j'ai même plus le nom en tête de toutes ces boîtes, mais Shein et compagnie là, en fait, il faut savoir que c'est même pire que ça. C'est des colis envoyés par avion pour une grande partie de cette fast fashion, de cette
super very fast fashion. Donc là, c'est même pas une question de transport maritime. Et l'impact environnemental est bien pire que pour le transport maritime, comme on le voit sur les graphiques de début de vidéo, notamment celui-là, où on voit l'énergie par tonne kilomètre, et vous voyez que, alors c'est en log, mais vous voyez qu'entre l'aérien et le maritime, il y a un facteur 100 à 1000 en termes d'énergie consommée. Et donc vous pouvez approximer ça à peu près aux émissions de CO2, vu que les deux fonctionnent au pétrole. Donc voilà pour répondre. Donc pas une grosse performance. On va regarder un peu des détails sur qui a regardé ça. Pas une grosse performance, mais dans l'ensemble, des très bons retours, des très bons commentaires, y compris de personnes un peu expertes de ces sujets-là. Il y a quelques commentaires aussi de personnes qui rajoutent des compléments, notamment, je sais pas s'il est bien visible sous la vidéo. Parce que vu que j'ai reliké des trucs, ça me les a mis en avant, c'est chiant. Il y avait il y avait un commentaire avec plein d'ajouts. Ah oui, non, c'est pas celui-là. Avec plein d'ajouts, mais j'ai du mal à le retrouver. Ça m'énerve. Est-ce qu'il a sauté? En plus, c'était un commentaire que j'avais liké. Mince. Bon, je retrouverai. Donc il y a quelques commentaires qui rajoutent des compléments, et on va voir, il y a eu des remarques intéressantes. Mais dans l'ensemble, il y a quand même eu de très bons retours sur cette vidéo. Et voilà. Alors, Azedos22 dit: Hello, quand on fait du YouTube avec une chaîne comme la tienne, le but est de faire passer un message. Dans cette vidéo, beaucoup de faits, beaucoup d'explications, mais que devrait-on retenir? Qu'il faut continuer sur la trajectoire actuelle pour ce qui est du maritime, car pas le plus gros sujet sur le CO2. Bah, moi, ce que j'essaye de faire, c'est un peu sur un sujet, d'amener ce que je trouve pertinent dans la littérature scientifique et technique, donc d'amener un peu des faits pour se faire une opinion sur un certain nombre de sujets. Donc que retenir de la vidéo? C'est une très bonne question. Déjà, il y a un premier truc qui me paraît important, c'est cette grande efficacité du maritime en termes de coût et d'énergie. Donc s'il a cette place dans l'économie mondiale, c'est parce que c'est un mode de transport extrêmement efficace. Et du coup, ça faut faire attention, parce que ça implique que si on veut le réduire en relocalisant ou ce genre de choses, le gain, il n'est pas forcément là, ou il n'est pas forcément énorme. On est obligé de faire le calcul, parce que relocaliser ou je sais pas, diminuer d'échelle une industrie, vous pouvez perdre des effets d'échelle ou des formes de spécialisation, etc. Et donc ça a un coût en termes d'émissions, en termes de consommation énergétique, et ce coût, il peut être supérieur au coût du transport. Donc ça, c'est un premier truc à garder en tête. C'est cette efficacité assez importante. Après, il y a des choses aussi qui m'ont paru intéressantes. C'est cette question de la vulnérabilité du transport maritime à un certain nombre de choses, de problèmes géopolitiques notamment. Et puis on en a l'illustration, alors c'est bien après que la vidéo ait été finie d'écrire et même filmée, mais avec la guerre en Iran, l'agression américaine-israélienne sur l'Iran, et ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz en ce moment, on en a une illustration de ces choses-là. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, je trouve, c'est ce fait que 40% du volume de marchandises, ce sont des ressources fossiles. Donc ça me paraît quand même un truc... Ce dernier compte pour environ transportable en conteneur. Un truc assez fou, quoi. Et qu'on voit pas tout le temps. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, dans ma tête aussi, avant de travailler le sujet, pour moi, j'associe le transport maritime à des porte-conteneurs, quoi. Et en fait, on se rend compte que les porte-conteneurs, c'est une minorité. Et évidemment, je connaissais un peu les pétroliers, mais je me rendais pas compte du volume, et je savais pas... Bon, pas avant cette vidéo, mais avant de faire la vidéo sur le charbon, je ne savais pas non plus qu'il y avait autant de charbon qui était transporté. On parle quand même de... Là, le graphe est en milliards de tonnes.
12 milliards de tonnes par an pour le transport de marchandises, donc il y en a presque 2 par habitant sur Terre. Et évidemment, les pays en voie de développement pèsent moins lourd là-dedans, donc par habitant dans les pays développés, on est quand même sur des volumes assez importants. Et pour avoir un ordre de grandeur, la consommation de ressources fossiles en France, qui sont exclusivement importées, c'est à peu près 2 tonnes par personne. Donc on y est quasiment. Et évidemment, ça ajoute d'autres choses. Ça, c'est intéressant aussi à garder en tête parce que ça vient montrer que réduire les ressources fossiles, quand on commence à parler de transition énergétique et de sortir des fossiles, on nous oppose des arguments de il faut des mines, tel impact de telle énergie, etc. Et on oublie souvent l'impact, une partie des impacts des ressources fossiles. Les ressources fossiles, c'est quelque chose qui est vraiment gros en termes de volume. Le charbon, c'est 8 milliards de tonnes par an, et puis je ne sais plus, je le dis dans la vidéo, mais le pétrole, je crois que c'est 5, et le gaz, c'est 4. C'est vraiment des quantités qui sont énormes. Ça pose des problèmes à l'extraction, ça pose des problèmes à l'utilisation, ça pose des problèmes au transport, et donc ça, c'est aussi un élément à garder en tête. Problèmes environnementaux, je trouve ça intéressant de mentionner les autres problèmes environnementaux, notamment dans les choses que je ne savais pas. Il y avait cette question des impacts directs, je ne savais pas que c'était ce volume-là. Donc cette idée que ce transport maritime, il engendre une mortalité par collision qui peut être réduite par des diminutions de vitesse. Et d'ailleurs, il y a des gens en commentaire, enfin il y a surtout un commentaire qui a trouvé ça regrettable que ça ne soit pas quantifié, en remettant un peu la question peut-être de la gravité de cet impact. Et j'ai essayé de regarder, donc c'est très difficile à quantifier. On a un peu des rapports sur les chocs avec les grands mammifères marins notamment, mais tout n'est pas rapporté et surtout tout n'est pas vu. Il y a des baleines qui se font éclater sans même qu'on le remarque, et du coup on a du mal à quantifier. À partir de ce qu'on sait et de suivi sur certaines zones, il y a quand même des estimations qui existent de l'ordre de 20 000 baleines par an tuées par des chocs avec des navires. Donc c'est quand même des impacts qui sont assez importants. Et après, des impacts sur la dispersion de certaines espèces ou de la pollution marine. Et c'est intéressant d'avoir ces impacts en tête. Et j'ai aussi été intéressé par le fait qu'il y a quand même des réglementations internationales plus ou moins bien mises en pratique, ça dépend des contrôles et des régions du monde, etc., mais qui essayent de lutter contre tout ça. Et donc là encore, si c'est des sujets qui vous intéressent, il y a des leviers politiques, c'est surtout le réglementaire qui permet de diminuer tout ça. Après, donc toute cette partie-là, on voit que c'est une quantité en absolu d'émissions qui est assez importante, mais relativement à d'autres secteurs, ça reste limité. On parle de 2% des émissions de CO2 fossiles si on regarde juste le transport. On peut monter à 3 si on rajoute tous les autres, tout le maritime, ça dépend un peu des bases de données. Et ça revient aussi, je pense, à un élément qui est utile à avoir en tête dans les arguments de le problème c'est pas ma voiture, c'est les gros bateaux, le problème c'est pas le chauffage, c'est les gros bateaux. En fait, voilà. Au niveau mondial, et en France c'est encore plus vrai, le transport c'est le premier émetteur, et là-dedans la majorité c'est la voiture. Comment on sait si c'est beaucoup 20 000 baleines? Ouais, c'est une bonne question. Attends, je peux essayer de te répondre là-dessus. Il faudrait juste que je retrouve ce que j'avais sous la main. J'avais vu, il faudrait vérifier, mais je crois que j'avais vu un papier dans Science qui disait que... en fait, il faudrait regarder... Faudrait regarder la population de baleines. Mais 20 000 individus, ça reste beaucoup. Après, population baleines dans le monde. Le problème, c'est qu'il va y avoir différentes espèces de baleines dans le monde. En tout cas, on considère que c'est la première pression sur le nombre d'individus, enfin sur les gros mammifères, notamment les baleines, les cachalots, etc. Donc là, j'ai sous les yeux, ils disent nombre de baleines à bosse, c'est à peu près 84 000 individus. Le nombre de baleines bleues, c'est entre 5 000 et 12 000. Donc quand on est sur une population de, je sais pas, 5 000 ou 10 000 individus, même quelques dizaines par an, ça ajoute une mortalité qui n'est pas négligeable. Alors si on parle en milliers, il faudrait avoir en fait le détail, nombre de baleines bleues, nombre de cachalots, Mais ce que j'avais vu dans les rapports que j'ai consultés, c'est que c'était considéré comme une des premières pressions sur ces populations-là. J'en étais où ? Vous me dites si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas trop de bruit parasite. J'ai un peu des gens à la maison. Alors j'en étais un peu à résumer la vidéo. Donc là, ouais, je pense que c'est un élément important pour
ceux qui essaient de détourner l'attention de certains gestes ou certains secteurs à réduire en pointant du doigt le maritime. On pourrait dire la même chose pour l'aviation, mais pour l'aviation, on en parlera, il y a des logiques un peu différentes. J'ai aussi été intéressé par le fait qu'il y ait déjà des réglementations assez contraignantes au niveau mondial, enfin qui commencent à être contraignantes, et encore plus au niveau européen. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose à garder en tête, parce qu'on a souvent des discours de on peut rien faire, on fait rien, les politiques ne font rien, ou des discours qui sont très centrés sur l'action individuelle, ou des discours qui sont très centrés sur des technologies qui vont nous sauver, pardon. Et en fait, quand on regarde les problèmes environnementaux, comment on essaie de les régler et comment on les a réglés par le passé, c'est ces leviers réglementaires qui sont hyper importants. Et ça permet de voir qu'il y a déjà des choses qui sont faites. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ces réglementations et, je sais pas, militer ou soutenir des associations qui le font. Ah, je peux peut-être en parler un peu plus tard, ça, si je retrouve. Je pourrais peut-être parler un peu de ça. Il faudrait que je me rappelle. Je me rappellerai pas. Donc là aussi, il y a des éléments. En fait, oui, que retenir, ça dépend vraiment de ce qu'on vient de chercher dans ce genre de vidéo. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments à retenir. Mais ça dépend vraiment des questions que vous posez et de où vous partez. Ouais, l'efficacité du maritime, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et puis après, ce qui est important aussi, je pense notamment sur les parties sur l'efficacité, c'est de savoir qu'il y a des leviers qui sont déjà là. Et sur les parties sur sortir du pétrole, on se rend compte que c'est un peu difficile, que ça a un coût, mais en fait, ce coût, il pèserait pas si lourd sur la consommation finale. Donc, ce secteur qu'on considère souvent comme un des plus difficiles à réduire en termes d'émissions, en fait, c'est quand même un secteur où il y a des choses à faire. Et là aussi, ça peut motiver des personnes à se lancer là-dedans. Moi, j'ai eu pas mal de retours sur cette vidéo de personnes qui sont motivées par le vélique, donc soit avoir des bateaux 100% à voile, et ça existe déjà, je l'ai mentionné rapidement, mais c'est des petits volumes, ça se fait sur des choses qui ont plus de valeur ajoutée. Quelqu'un, un commentaire qui disait par exemple que Biocop, ils prennent que de la navigation à voile, ou ils encouragent la navigation à voile, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, pour du chocolat, du café, des choses comme ça, on peut l'envisager. Et puis l'assistance vélique sur des gros bateaux, il y a des solutions qui existent, y compris en rétrofit, donc y compris sur des bateaux existants, et ça aussi, ça peut motiver certaines personnes. En commentaire, il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'il y en avait qui étaient soutenus, notamment par Time for the Planet, je crois, ils soutiennent une de ces solutions, donc voilà, ça peut être des idées pour des gens qui cherchent une carrière d'ingénierie un peu stylée quand même, hein, parce que rajouter des voiles sur des bateaux, c'est un peu stylé, et c'est aussi assez difficile techniquement, donc il peut y avoir des éléments pertinents là-dedans. Et après, pour rebondir sur ton commentaire, que faut-il retenir alors, je sais pas s'il y a cette idée dans ce commentaire, mais j'ai l'impression, et il y avait un peu ça dans l'idée dans d'autres commentaires, que ma vidéo laisse penser que c'est plus difficile qu'ailleurs, donc c'est pas à prioriser, qu'il y a une forme de hiérarchisation. En fait, ça dépend vraiment de plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre politique, qu'est-ce qu'on a comme capacité d'investissement dans la décarbonation, parce que idéalement, les différents secteurs, on doit les faire en parallèle. Maintenant, si on a un capital politique ou une quantité d'argent limitée, on peut vouloir se concentrer sur ce qui est le plus facile, à mettre en place politiquement, ou ce qui coûte le moins par euro, etc. Et effectivement, dans ce cas-là, il y a des choses beaucoup plus faciles, voire déjà rentables, que de faire des moyens de propulsion alternatifs. Mais il faut quand même garder à l'esprit que, vu l'enjeu climatique et la gravité des conséquences, on ferait mieux de se battre un peu sur tous les tableaux, et aussi que les navires ont une durée de vie relativement longue, et donc que si on veut en réduire les émissions à terme, il faudrait développer des technologies maintenant qui soient au moins capables d'accepter des carburants bas carbone. Alors, je prends un peu les commentaires. Excès du bruit dit l'OMI était historiquement un très mauvais élève environnemental. Il y a eu une période de forte avancée avec la réglementation par le soufre, l'efficacité énergétique des navires. On croyait presque à la mise en place de la première taxe carbone mondiale, très différent de IATA qui freine de 5 fers vis-à-vis du CO2. Glossaire, IATA, Association du transport aérien international, OMI, Organisation maritime internationale. Effectivement,
Donc là, l'OMI est dans une période un peu plus difficile, notamment suite au gouvernement Trump et à des pays pétroliers qui essaient de freiner tout ça pour des raisons évidentes. Mais ça aurait pu être l'instance qui mettrait en place une des premières tarifications mondiales du carbone, comme c'est évoqué ici. Bon, pour ce secteur-là en particulier, mais ça aurait été quand même une première assez remarquable. Donc voilà, il y a des marges de manœuvre, il y a de la possibilité en plus. On va pas rentrer dans le discours de tout est parfait, tout se passe bien et tout, parce que c'est pas le cas, et parce que il y a même des transports qu'on pourrait remettre en question, il y a des gens qui jouent pas les bons élèves, etc. Mais on peut pas non plus dire que rien n'est fait, rien ne se passe, qu'il n'y a pas de politique en place, que personne n'agit sur rien, etc. C'est faux, et on le voit sur de nombreuses réglementations, dont celle-là. Donc là, j'ai parlé un peu du fond. Je voulais parler un poil de la forme. Je ne sais pas si ça vous intéresse, les différents trucs que j'évoque, donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Donc ça a été un long travail, parce que la vidéo est longue, elle fait 1 heure, mais il y a des choses dont je ne parle pas, et il y a des choses aussi où j'ai appris à parler plus rapidement. Pour ce travail en particulier, ce qui m'a motivé à le faire, en vrai, ce qui m'a poussé un peu à le faire, c'est que il y a un doctorant qui m'a contacté, un doctorant, je pense qu'il est encore en doctorat, je suis désolé si je me plante, je crois qu'il est encore en doctorat sur le sujet, Arnaud Garnier, qui m'a contacté en disant que lui, ça l'intéressait de parler de ce sujet, qu'il considérait que ça faisait partie de sa mission de chercheur, et donc il pouvait me faire un travail préparatoire. Donc il m'a fait un travail préparatoire, un vrai travail de quelqu'un qui fait de la recherche, donc c'était assez fouillé, assez poussé, avec beaucoup de sources, et en fait sur toute la partie technique de la vidéo, notamment sur les leviers d'efficacité et les alternatives au pétrole, j'ai beaucoup réduit par rapport, j'ai pas mal réduit par rapport à ce qu'il m'avait envoyé, et par contre la partie beaucoup plus de contextualisation plus générale sur le trafic maritime, ça c'est beaucoup de mes recherches. Après, comme je vérifie tout le temps, ça me prend quand même pas mal de temps de récupérer ça, de me l'approprier, de vérifier des choses, de condenser, de choisir ce que je montre ou pas. Donc il y a un travail assez important, malgré le fait qu'il y ait un travail préparatoire. Mais en tout cas, le travail préparatoire était de très bonne qualité. Et j'ai déjà fait ça sur la vidéo sur la DAX, et j'ai déjà fait ça un peu sur la vidéo d'élimination du CO2, où c'est Loïc qui m'avait préparé le travail. Donc ça fait partie des vidéos où j'arrive à avoir un peu de travail en amont fait par un tiers, parce que ça n'a pas toujours fonctionné. En fait, ça fonctionne bien quand vraiment c'est des experts du domaine, des chercheurs du domaine, des doctorants, post-doctorants, des gens qui connaissent bien le milieu scientifique. Ça fonctionne beaucoup moins bien quand c'est juste, entre guillemets, des journalistes scientifiques, parce que dans ce cas-là, la plus-value par rapport à moi, elle est pas assez grande, et en m'emparant de ce qu'ils proposent, je suis obligé de complémenter, de refaire des recherches, etc. Donc en fait, mon niveau de vulgarisation fait que si je veux travailler avec des gens en amont, c'est plutôt ces profils qui m'intéressent. Et donc il m'avait contacté par mail, on avait discuté, et j'avais trouvé ça intéressant. C'est un processus qui a été extrêmement long. J'aurais pu regarder quand il m'avait envoyé le premier mail au début pour décourager tout le monde de travailler avec moi. Mais c'est un processus qui est toujours assez long. Il y a eu une phase de relecture avec différents contributeurs. Je tiens particulièrement à remercier Transport et Environnement, qui est une ONG qui travaille sur les questions de transport et d'environnement, notamment au niveau européen, qui fait un gros travail sur les voitures électriques, sur le transport maritime, sur l'aviation, etc. Ils ont plusieurs personnes qui travaillent sur des sujets. Ça a été relu par la personne spécialiste du transport maritime, qui est très forte. Voilà, elle a fait des retours qui étaient très pertinents. Et ils ont aussi pas mal de rapports, d'articles sur leur site. Et si vous avez vu la vidéo, vous avez vu qu'il y avait pas mal de références à leur travail. Il n'y a pas tant de personnes qui travaillent sur ces questions du transport maritime, donc clairement c'est précieux, et leur relecture a été précieuse. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Comme d'habitude, comme les dernières vidéos, le montage a été fait par j'ai un trou, Mickaël de la biologie fait des vidéos, Mickaël Ruff, je sais même pas exactement comment prononcer son nom.
Donc un bon travail de montage. Ce coup-ci, c'est moi qui ai fait le dérush. Voilà. Donc en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré cette masse, j'ai pas mal écrit, trié, condensé, c'est ce qui prend le plus de temps. J'ai fait relire, j'ai récupéré les commentaires. Ça a amené pas mal de changements, enfin non, pas tant que ça, mais des clarifications sur des choses, des meilleures analogies, notamment ce petit calcul où j'explique que voilà, en fait un porte-conteneur comme ça, rapporté à la puissance de son moteur, c'est comme si c'était une Et voiture équivalente à celle comme si c'était une voiture qui traînait 240 tonnes, ce que je trouve très impressionnant. En fait, cette idée, elle me vient clairement d'un relecteur qui est ici, qui s'appelle Pierre Marty, et qui avait fait un article où il utilisait ce genre de comparaison. Donc il y a des petits ajouts comme ça pour rendre les choses un peu plus compréhensibles, et il y avait aussi quelques trucs, quelques erreurs à droite à gauche, hein, comme d'hab, hein, c'est pour ça que je fais relire. Et sur les biocarburants, je mentionnais pas les biocarburants de seconde génération, j'avais pas ce truc tout à fait clair. Pour moi, dans les biocarburants, il y avait que des agrocarburants. Voilà, j'avais survolé un peu cette partie. Donc la relecture c'est important, et après j'ai filmé et j'ai dérushé. Donc en fait j'ai sélectionné les petits bouts, je les ai associés, j'ai fait un peu le traitement du son et de l'image. J'ai passé un peu de temps à essayer de me train un peu plus sur le son, parce que je suis jamais vraiment satisfait de l'aspect sonore de mes vidéos. J'aime pas mettre de musique parce que je regarde beaucoup de vidéos en accéléré et les musiques ça a tendance à m'agacer, et vu que je suis pas très sensible à ça, c'est dur pour moi d'en mettre. Mais j'aime bien avoir un son clair, et j'ai toujours l'impression de parler un peu par le nez, d'avoir une voix pas naturelle. J'ai juste une voix nulle, sans doute, ou un casque nul, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai passé un peu de temps sur ça, et après, ce truc, ça a un nom. Je l'ai pas en tête, mais donc cette vidéo, si vous voulez, dérocher avec toutes les séquences, etc., c'est ce que je donne à Michael, et dessus, il rajoute les intercalaires, toutes les illustrations, les graphiques, etc. Alors, il y a eu un petit souci sur l'illustration, ça a été remarqué par quelqu'un dans le chat d'ailleurs. Bon, il y a une petite erreur sur un axe là. J'ai mis par an, ou il a mis par an, je ne sais même pas, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est pas très grave, c'est juste dommage, parce que vraiment un des gros regrets de mon travail quelque part, c'est qu'on ne peut pas éditer des vidéos, et ça c'est pénible, parce que vous faites une erreur sur un axe, bah, elle reste là. Elle reste là, et ça c'est dommage. Et à les 4 plus minutes, il y a eu grands porte plusieurs commentaires qui ont remarqué que c'était une image générée par IA. Alors, au premier coup d'œil, je ne sais pas, elle me paraît pas si moche que ça, mais en fait, apparemment, il peut pas y avoir autant de conteneurs les uns sur les autres, c'est pas possible, euh, pour des raisons physiques de basculement, etc. Je pense. Donc vraiment, ça a été un truc qui a été relevé indépendamment par, je sais pas, 4-5 personnes. Et en fait, c'est une image qui a été piquée là, parce que j'avais donné, je sais pas si je lui avais donné ce lien en particulier, mais vraiment j'avais donné à Michael comme consigne de là, je parle des plus gros, j'aimerais bien une photo du plus gros, pour voir si c'est représentatif. Et là, vous voyez, c'est Asianet News, il n'y a rien qui dit que c'est généré par IA. Donc je ship une image sur un endroit, je suis pas censé le faire, hein, c'est pas légal du point de vue de la propriété. Mais voilà, la consigne c'était, parce qu'on a des bases d'images qu'on paye, qu'on peut utiliser. Donc il y avait des porte-conteneurs, mais c'était que des petits porte-conteneurs, et vraiment je voulais montrer à quel point ça pouvait être gigantesque, donc j'avais pas trop le choix. Après, on aurait pu choisir des images ailleurs, on n'aurait pas eu le souci, donc c'était vraiment pour montrer, voilà, c'est ça, les plus gros porte-conteneurs dans le monde. Aujourd'hui, c'est des choses comme ça, donc c'est des choses quand même qui sont très très gros. Et celui-là, il est très très rose aussi. Donc voilà, un choix un peu malheureux d'image. En tout cas, c'est pas une image qu'on a générée nous-mêmes par IA. Mais petit cafouillage. Et là, encore une fois, ça serait, vous voyez, si c'était un article de blog, ça serait très rapide de l'éditer. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et c'est un peu pénible. Et puis l'autre petite erreur, c'est voilà, pour le chargement, enfin ça c'est des navires toujours plus gros, donc c'est le chargement max en tonnes pour montrer à quel point ils grossissent, notamment les porte-conteneurs qui peuvent avoir des quantités de plus en plus grandes. Et en fait c'est en tonnes, c'est pas en tonnes par an, ça n'a pas de sens le par an ici. Alors, je vais reprendre un peu les commentaires et puis après je repartirai dans mes grands monologues. Function pas demande, je crois que tu ne parles pas beaucoup de solutions mixtes. Est-ce que tu as creusé ce que pourrait donner une propulsion Vélic plus PV
donc photovoltaïque sur toute la surface du navire, plus batterie. Alors, photovoltaïque, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment que c'est négligeable. En plus, les conditions, bon, s'ils sont sur le pont, ils sont assez hautes, mais toutes les solutions un peu de photovoltaïque ou d'énergie marine, faut se rappeler que on est dans un environnement qui est pas très sympa du point de vue de la corrosion, du point de vue des intempéries, etc. Donc ça peut être un peu compliqué. À mon avis, sur la taille d'un porte-conteneur, enfin ça serait compliqué parce que sur le porte-conteneur, on met les conteneurs. Mais si vous prenez un pétrolier qui a un pont à peu près plat, etc., rajouter du photovoltaïque, ça amène pas beaucoup plus de choses. Donc dans les solutions un peu hybrides, on pourrait rajouter je sais pas, du Vélic sur des navires à batterie par exemple. Ça serait intéressant. Les navires à batterie, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelques refs sur des premiers même porte-conteneurs. Donc quand je mentionnais les navires à batterie dans la vidéo, c'est surtout des ferries que je montrais. Et en fait, il y a déjà des porte-conteneurs qui existent notamment en Chine sur du transport fluvial et de plus en plus sur du transport côtier. Donc on parle de choses, voilà, 120 mètres de long, 24 de large et 50 000 kWh. Donc vous êtes sur un millier de Zoé en termes de taille de batterie, et ça peut monter un peu plus parce que en plus il y a des possibilités, il y a des gens qui regardent ça, d'avoir des batteries dans certains conteneurs. Donc en fait, et ça permettrait d'ajuster la capacité si besoin sur des porte-conteneurs, et ça permet aussi, au lieu de les recharger au port, de les échanger pour des conteneurs déjà chargés. Et ça permettrait, dans ce cas-là, la zone portuaire, comment dire, de charge de ces batteries, ça peut aussi rendre des services au réseau électrique, notamment juste en chargeant au moment de surproduction et pas au moment de tension. C'est intéressant du point de vue du réseau. Et donc, si c'est pas sur les navires qui doivent se charger dès qu'ils arrivent, mais qui a ce forme d'échange, ça a des intérêts du point de vue du réseau. Et que répondre de plus sur des solutions mixtes? En fait, à chaque fois que vous rajoutez des voiles quelque part sur des navires qui soient propulsés au pétrole, au gaz, avec des batteries, peu importe, c'est une solution mixte, c'est une solution avec de l'éolien et d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a commenté la vidéo en disant que je ne parlais pas de voile parce qu'il avait juste regardé cette partie sortir du pétrole, alors que je parle de la voile dans l'efficacité. Et il me dit, bah c'est bizarre de le mettre dans l'efficacité parce que c'est une propulsion alternative. On utilise du vent au lieu d'utiliser du pétrole. Je l'ai mis dans l'efficacité parce que voilà, quand on utilise du vent, ça permet de moins consommer de pétrole, donc on peut aussi qualifier ça d'efficacité. C'est un peu entre les deux. Donc photovoltaïque, j'ai pas vu de choses là-dessus. Vous m'enverrez si vous voyez. Pour moi, c'est une surface qui est très petite par rapport aux besoins du navire. Lali Lely nous dit bonjour, j'ai vu la vidéo 2 fois, la deuxième en live avec tous comprendre, c'était beaucoup plus digeste. Effectivement, les vidéos de 1 heure sont lourdes pour des non spécialistes de la branche énergie-climat. Merci pour ton travail de vulgarisation. Eh bien, merci à toi pour ce double visionnage et merci à tous comprendre de rendre mes vidéos plus digestes. C'est vrai que quelqu'un demandait que retenir. Il y a peut-être trop de choses à retenir. Je ne sais pas couper. Je donne un peu tout le monde, tout ce que je trouve intéressant. Peut-être qu'il y aurait une sélection éditoriale plus poussée à faire ou à faire dans un second temps. Merci à Navisline qui me dit que ma voix compte aux élections. Ah, je croyais qu'il disait que ma voix était belle au début. J'étais touché. Elle est assez agréable, ma voix. Ouais, mais c'est comme tout, voilà. On a du mal à se regarder en photo, la plupart des gens, je pense. On a du mal à entendre sa voix. Et moi, quand j'essaye de faire l'audio des vidéos, en plus, je pousse un peu fort le casque, et du coup, j'entends tous les petits trucs qui me saoulent. Alors, figurez-vous, vous allez foutre de ma gueule, mais ou pas. Figurez-vous qu'il y avait un effet un peu caverneux et ça m'a saoulé de ouf. Donc quand j'ai fait le dérochage de cette vidéo, j'ai essayé plein de trucs, regarder des vidéos, poser un peu des questions à des IA génératifs parce que j'ai pas de formation en audio pour voir un peu d'où pouvaient venir les problèmes. Et il y avait un problème qui venait du fait que je vais dire une connerie, mais le format normal des vidéos c'est sur YouTube et tout, c'est l'audio est à une fréquence de 48 000 kHz ou 44, et en fait j'enregistrais pas à la même fréquence que la vidéo était extraite ou que la vidéo doit être upload sur YouTube, et donc ça obligeait à faire un resampling qui donnait un son un peu caverneux qui était juste à cause de ça.
Et c'est juste vraiment, c'est moi qui enregistre mon son, je lance le logiciel, il était mal configuré et il correspondait pas à la fréquence qui est attendue pour une vidéo. Donc voilà, c'est ce genre de... Alors dit comme ça paraît évident, une fois qu'on le sait, ça paraît évident, mais quand on fait des vidéos de rien et qu'en fait moi ma formation elle est technique, enfin c'est une formation d'ingénieur, elle est scientifique, j'ai pas de formation à la vidéo, j'ai pas de formation à l'audio, et ce genre de truc on le fait tout le temps partout, on l'apprend au fil du temps. Mais voilà, donc une petite erreur de moins sur la technique qui devrait rendre le son un peu moins relou. Il paraît qu'on n'aime pas s'entendre parler parce qu'on parle, on s'entend par conduction osseuse. Ah, donc on s'entend différemment que sur un enregistrement. Très intéressant. Ok, je savais pas. Effectivement, je préfère entendre ma voix que l'entendre sortir d'un logiciel. Et dès la première écoute de sa voix. Alors, Uber Dalabat quid du report modal de l'avion vers le bateau pour le transport de passagers, plus efficace, mais les gens prennent plus de place en bateau qu'en avion. Le trajet plus court demande moins de confort et puis probablement d'autres facteurs que je connais pas. Alors effectivement, j'ai pas creusé la question. Cette question est très intéressante du transport de personnes. J'ai un lecteur qui m'a dit que si on s'intéresse au transport de personnes, en fait, l'intérêt du maritime, il n'est pas si grand. Parce qu'effectivement, ça dure plus longtemps, il faut un peu plus de place, plus de confort par rapport à l'avion. Et par rapport au transport de maritime, on ne peut pas empiler les gens dans des conteneurs, quoi. Donc là, c'est pas incroyable, sauf partir sur des voiliers, etc. Il y a des commentaires aussi qui ont fait remonter la question des croisières et de leur impact écologique, qui est resté en dehors de l'angle éditorial. Hein. Même si j'en dis beaucoup, je ne peux pas parler d'absolument tout. Je ne sais pas si ça mérite une vidéo parce que c'est un peu niche, mais clairement, pour moi, les croisières, enfin, l'impact écologique des croisières est absolument titanesque par rapport aux bénéfices que ça donne. Donc les croisières me paraissent assez indéfendables si on regarde l'impact que ça a par personne pour le genre de service ou de vacances proposées. Il y a un jugement là-dedans, clairement, mais c'est des gros impacts en termes climatiques et en termes aussi de pollution de l'air, hein. Y compris d'ailleurs sur les personnes qui sont sur la croisière, hein. Et ça me permet aussi peut-être de dire deux mots de la différence avec l'aérien. L'aérien, je pourrais me lancer dans une vidéo sur l'aérien, hein, sur l'aviation, parce que c'est un sujet qui m'est demandé de temps en temps, parce qu'il y a eu un très bon rapport qui a été fait par Super Héros Décarbo, essentiellement en collaboration avec le Shift, mais beaucoup de travail, je crois que c'est Super Héros Décarbo. Donc il y a un bon rapport qui vient de sortir là, et en plus il y a des similitudes, des parallèles avec le transport maritime qui permettraient d'aller plus vite, notamment sur les alternatives envisagées, électrocarburants, agrocarburants, etc. Il y a quand même une grosse différence, il y a quand même deux grosses différences, je dirais, pour aller très vite, hein, on verra si en faisant la vidéo je reviens là-dessus, hein, parce que pour l'instant j'ai une connaissance plus superficielle que si j'avais passé des dizaines d'heures à lire des trucs, mais il y a quand même deux grosses différences. La première, c'est que les contraintes de l'aviation sont plus élevées, hein. Un avion, ça doit voler, donc les questions de poids, d'encombrement, etc. sont déjà beaucoup plus importantes. Et donc les solutions techniques sont plus limitées en remplacement, et les solutions d'efficacité, on est un peu plus au bout de la chose, je pense. Donc on a quelque chose qui est encore plus difficile à décarboner, et qui va vouloir les mêmes ressources que le maritime, notamment en termes d'agrocarburants, si on se lance là-dedans. Et l'autre différence, c'est que le transport maritime, c'est quelque chose de très efficace, qui est au centre de notre système économique, dont on bénéficie tous, dans une certaine mesure au moins, hein. Alors que l'aviation, c'est quand même utilisé par une minorité de l'humanité, et même quand on regarde dans l'aviation, c'est une minorité des gens qui l'utilisent, qui font beaucoup de vols, et pour des services qui paraissent plus dispensable quelque part. Donc là encore, c'est comme pour les croisières, il y a un jugement. Moi personnellement, je prends plus l'avion depuis longtemps. Je crois que je l'ai pris une fois parce que j'ai été forcé par une grève de train difficile en une dizaine d'années depuis le début de la chaîne. Je pense que je l'ai pris une fois pour un vol intra-européen non volontaire. Et voilà, et donc moi je me satisfais très bien de visiter la France, qui est un beau pays. Ça m'empêche pas de prendre du bon temps en vacances, et quelque part je pense que c'est
Bon bref, il y a ces questions-là qu'on pourrait développer dans l'aérien, mais dans l'aérien, il viendra beaucoup plus la question de l'évolution des comportements, des services rendus, etc. Et la question de la sobriété, de la réduction de la demande, etc. C'est beaucoup plus présent dans les discussions sur l'aérien que dans les discussions sur le maritime. Alors, ah ouais, donc il y a des gens qui me disent que faire un épisode sur les croisières, ça serait cool parce que ça explose en ce moment. Et Feng dit, les croisières, c'est colossal en termes d'émissions par personne, mais quand on compare l'ensemble transport plus logement plus loisirs, on diminue significativement la différence avec les autres modes de tourisme. Je serais curieux parce que c'est pas mon intuition après avoir travaillé sur le maritime. Ouais, Soussou Colin nous dit, j'ai vu une projection aujourd'hui qui parle d'un doublement du trafic aérien d'ici 2050. Bah, oui, clairement, le secteur se voit encore dans une croissance importante malgré une difficulté assez évidente à réduire les émissions. Donc c'est quand même un secteur qui envisage une croissance très forte qui va à l'encontre des objectifs climatiques. C'est pas le seul, hein, les productions de ressources fossiles aussi, mais c'est clair. Et donc bref. L'aérien, ça serait intéressant de le faire en parallèle. Il y a des différences qui sont importantes à mon avis. J'y viendrai peut-être. Ça dépend de ce que je hiérarchise dans les sujets que je veux traiter. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a eu quelques choix éditoriaux dans cette vidéo, notamment cette question des agrocarburants. Il y a trois choses dont j'aimerais un peu parler. Donc j'ai passé un peu de temps sur les agrocarburants, notamment parce que c'est une solution pour le maritime, mais c'est aussi quelque chose qu'on utilise déjà pas mal dans les transports routiers, notamment pour les voitures, sans qu'on le sache forcément. Je pense que la majorité des gens ignorent que dans l'essence et dans le diesel, on ajoute déjà des agrocarburants. C'est une politique qui a été mise en place, je dirais l'impulsion date quand même d'une bonne vingtaine d'années, à une époque où on pensait que c'était une solution efficace pour réduire les émissions de CO2 et sortir un peu de la dépendance fossile, réduire la consommation de ressources fossiles. Il se trouve que ça demande des surfaces importantes, que l'impact écologique du coup n'est pas évident, et notamment ça induit de la déforestation ailleurs dans le monde. On pense notamment à l'huile de palme, hein, tout le monde, je sais pas, a fait une fixette sur l'huile de palme dans l'alimentaire, dans le Nutella, etc. Alors que les volumes, c'est surtout pour faire des agrocarburants, et hop, après on passe à la pompe et on l'ignore complètement. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait cette réflexion sur le transport routier, clairement, on ne se lancerait pas dans des agrocarburants, tant l'électrification est devenue la solution évidente. Mais il y a ce volume-là. Et maintenant, ce volume-là, on ne veut pas l'utiliser. Enfin, et par contre, vu qu'il y a eu cette évolution de la considération du caractère écologique ou climatiquement préférable de agrocarburants, c'est quelque chose qu'on considère très peu pour le transport maritime. Vous voyez, quand on fait la réglementation européenne ou mondiale sur le transport maritime, on met des garde-fous pour éviter que la demande du transport maritime ou de l'aérien entraîne une pression sur les agrocarburants qui induirait une déforestation. Donc en fait, la logique politique de faire attention à ça, elle est correcte, elle est normale, c'est parce qu'il peut y avoir des impacts considérables si on ne fait rien. Mais on pourrait déjà utiliser ce qu'on continue de mettre dans des moteurs de voiture. Et ça, c'est pas toujours envisagé parce que il y a cette difficulté politique de on ne veut pas créer une pression, une demande supplémentaire. Donc ça, j'ai passé un peu de temps sur les agrocarburants parce que je trouve ça intéressant. Je regarde un peu les questions. Et du coup, ça me permet, alors je rebondis sur la question du chat 84, une vidéo sur l'impact de l'alimentation moyenne, végétarienne, véganisme, etc. Et ça me permet de parler un peu aussi du fait que on a un système agricole inefficace, ce que j'ai parlé ici, ce dont j'ai déjà parlé dans les vidéos sur la thermodynamique, ce qui rejoint directement cette question au moins d'une végétalisation de l'alimentation, d'une réduction du nombre de protéines animales, parce que il y a cette infographie qui est toujours très frappante. Est-ce que je vais la retrouver facilement ? Peut-être celle-là, peut-être là. Je sais plus où c'est exactement dans la vidéo, je crois que c'est par là.
Donc ça, c'est une infographie qu'a refait Michael à partir de celle de Our World in Data. Je peux peut-être vous montrer celle de Our World in Data comme ça. Global Land for Agriculture. Donc vraiment, cette idée que là, vous avez le pourcentage de continents sur Terre, donc c'est un peu moins de 30%. Là, vous avez la part qui est habitable, donc on retire les glaciers et les déserts. Et la moitié de ça, c'est de l'agriculture. Et la majorité de ça, c'est fait pour des produits animaux, majoritairement alimentaires, hein, qui en fait font une minorité de calories, un peu plus de protéines, mais ça reste une minorité. Et du coup, que dire là-dessus? Donc, oui. Et donc là, on rentre sur cette question de végétalisation de l'alimentation, qui aurait un gain climatique, qui aurait aussi un gain en termes de surface. Voilà. La majorité de la surface que vous utilisez sur Terre, c'est pas la maison que vous habitez. Enfin, si, ça peut être déjà un problème. Hein. Quelque part, à la place de votre maison ou de votre appartement, il pourrait y avoir une forêt. Mais la majorité de l'impact, c'est la majorité de la surface que vous utilisez, c'est via votre alimentation. Et donc là, il y a un enjeu qui est intéressant. Donc pour le chat, ouais, c'est un sujet que j'envisage régulièrement, mais j'ai beaucoup de sujets, donc c'est un peu une question de hiérarchisation. Et le problème aussi, c'est que les sujets qui ne sont pas directement liés à des sujets que j'ai déjà traités, ça me demande plus de travail, parce que ça sort de ce que je connais déjà, et donc ça me demande davantage de me renseigner. Donc c'est plus facile pour moi de... Et en plus, voilà, je sais pas, là je me suis lancé dans le chauffage avec les pompes à chaleur, donc j'ai envie de faire la suite. J'ai envie de faire ok, mais c'est quoi l'aspect économique? Et est-ce que le chauffage au bois c'est bien? Et donc, voilà, de faire toute une série sur le chauffage. Donc partir sur une autre série, c'est coûteux parce que ça laisse plein de trucs inachevés, et c'est coûteux parce que ça me demande plus de temps. Mais ça reste un sujet que je trouve particulièrement intéressant, et c'est aussi un sujet où on pourrait parler plus que dans d'autres vidéos, je pense, où je parlerai plus que dans d'autres vidéos, de questions de sobriété, d'évolution de la demande, de choix de consommation, de comment on peut faire ces changements-là. En tout cas, si vous connaissez très bien ces sujets et que vous les motivez à les faire, vous m'envoyez un petit mail, vous me proposez de faire un peu de travail préparatoire ou ce genre de choses. Mais si la chaîne continue comme ça pendant encore plusieurs années, c'est sûr que j'y viendrai, parce que c'est un sujet qui est très important, et aussi un sujet où il y a beaucoup de leviers, beaucoup de potentiel. En fait, si vous réfléchissez en termes de, je sais pas, les actions de réduction efficaces du point de vue du consommateur, il y a sortir son chauffage des fossiles, arrêter les transports thermiques et notamment la voiture, et végétaliser son alimentation. Enfin, si vous regardez des cas particuliers en France, très régulièrement, ça sera les trois là sur le podium. Donc ouais, j'en suis conscient, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui m'amènerait sans doute à parler aussi davantage d'évolution, de comportement, de politique pour motiver ça, qui est un peu un aspect manquant sur la chaîne également. Donc ouais, je vais revenir sur d'autres sujets, mais je vais déjà prendre un peu les commentaires. Ex Dubuis dit une introduction intéressante sur le sujet qui, je ne crois, n'est pas abordée dans la vidéo, le fait que seuls 2 secteurs d'activité n'étaient pas inclus dans l'accord de Paris, l'aérien et le maritime international, car ce sont des émissions extraterritoriales, mais pas extraterrestres malheureusement. Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Effectivement, ces 2 secteurs ne sont pas comptabilisés dans ce qu'on appelle les inventaires nationaux. Donc si vous regardez, en France c'est le CITEPA qui fait ça, dans ce qu'on appelle le rapport SECTEN, et il regarde les émissions de la France, et ça c'est rapporté à la Convention cadre des Nations Unies sur... je devrais savoir ça, je devrais connaître ce genre de choses par cœur. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, en fait, tous les pays rapportent leurs émissions là-dedans, et c'est rapporté par secteur, etc. Et sont exclus de ça les transports internationaux, donc les transports qui vont d'un pays à un autre. Donc en fait, je sais pas, un avion qui va de la France à l'Allemagne, c'est pas compté dans l'inventaire national français. Par contre, un avion qui va de la France à la Guyane française, c'est compté, parce que c'est un vol national. Donc ça, on en avait parlé un peu dans la vidéo du Monde notamment, où j'avais regardé les émissions des transports et j'avais fait le choix de rajouter ça. C'est quand même reporté, hein, on reporte ces émissions et on met ça dans ce qui s'appelle bunker fuel, ou en français je sais pas ce que ça va être, les soutes internationales, je crois que c'est ça, c'est les soutes internationales en français. Après,
L'accord de Paris, je ne le connais pas par cœur, je ne le connais pas extrêmement bien. Donc, dans le cadre de l'accord de Paris, les pays se sont engagés à réduire leurs émissions. Donc là, il s'agit effectivement de réduire les émissions des pays. Donc dans ce cas-là, c'est au sens de l'inventaire national, donc des émissions qui ont lieu sur le territoire et donc dont on exclut les transports internationaux. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres accords ou d'autres articles qui concernent ces soutes internationales. En tout cas, la vidéo parle des objectifs de l'OMI et ces objectifs de l'OMI concernent ces émissions du maritime, donc concernent cette soute-là. En tout cas, c'est une bonne remarque de se rappeler que c'est pas dans l'international. Et par exemple, quand la France s'engage à réduire ses émissions de tant de pourcents à tel horizon, c'est exclu parce qu'on parle toujours d'émissions au sens de l'inventaire national, donc au sens des émissions qui ont lieu sur le territoire, en excluant les transports internationaux. Alors, je vais continuer sur la question. Que penses-tu du GNL et bio-GNL pour le maritime? Donc, je l'ai un peu mentionné. Bio-GNL, j'ai pas vraiment couvert. Ça va être un problème comme pour les biocarburants, ça va être un problème de surface nécessaire. Si on passe par de la méthanisation en mettant de l'alcool dedans, si on n'utilise que des résidus, ça va être un problème il n'y a pas assez de résidus en fait, ça va être un problème de ressources. Et puis si on arrive à avoir du bio-GNL, il va y avoir un problème de compétition. Tout le monde va en vouloir. Les gaziers, ils s'imaginent, j'ai du mal à y croire, mais ils s'imaginent qu'on va sauver le réseau de gaz en mettant du gaz du synthèse ou du bio-GNL dedans. Moi, je pense plutôt, c'est mon opinion personnelle, que ce réseau de gaz, c'est un actif échoué et qui va coûter de plus en plus cher à ceux qui resteront dessus et qu'on va le fermer progressivement. Si les gaziers entendent ça, ils ne seront pas très contents parce que c'est beaucoup d'argent perdu pour eux. Donc ce bio-GNL, si on arrive à en faire une certaine quantité, on a déjà la méthanisation, il y a une question de ok, on en fait quoi derrière? Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire de l'hydrogène? On a besoin d'hydrogène pour certains trucs, ça peut être une manière de faire de l'hydrogène. Est-ce qu'on va l'utiliser pour le transport? Ça peut être utile d'avoir une partie du routier, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on va l'utiliser pour le chauffage des gens? J'espère que non. Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire du verre? Vous voyez, pour faire du verre, on a besoin de monter assez haut en température. On ne peut pas le faire avec des fours électriques à arc, quoi. Je parle de choses que je connais à moitié, mais il y a tout un tas de secteurs de l'industrie où on a besoin de température, de chaleur à haute température, et ça, c'est difficile de le faire avec un bon rendement, avec de l'électrique. Alors que la chaleur basse température, sécher les aliments, etc., on peut le faire avec de l'électricité. Donc, est-ce qu'on va garder ce bio-GNL pour ces secteurs industriels, par exemple du verre? Donc voilà, il y aura ce type d'arbitrage. Aujourd'hui, les volumes sont assez limités en bio-GNL. Si on peut en faire donc du GNL qui est produit à partir de biomasse ou du GNL qui est produit à partir d'électricité, parce qu'en fait ça peut être aussi un électrocarburant. Alors c'est encore plus compliqué que... En fait il faut faire de l'hydrogène, ensuite il faut trouver du carbone biogénique, et puis faut ou en capturer, et puis il faut faire du méthane de synthèse, mais on saurait faire. L'avantage, si on a ce type de ressources, c'est que derrière la technique est éprouvée, on sait faire fonctionner des bateaux avec le GNL. Il reste quand même un problème, et pas des moindres, c'est que, de ce que j'ai compris en faisant cette vidéo, un navire qui fonctionne ou qui transporte du gaz naturel liquéfié, il va en émettre, j'ai l'impression, par sa motorisation, mais également il y a des genres de fuites pour maintenir la température et tout, c'est difficile de garder tout ça correctement parce qu'il est à très basse température. Donc en fait il y a tout le temps des émissions, de ce que j'ai compris, il y a tout le temps des émissions de méthane sur les navires qui l'utilisent, qui le transportent ou qui l'utilisent en propulsion. Et ça, c'est un problème parce que le méthane, ça a un impact sur le climat. Donc ça aussi, c'est un petit coup dans l'aile des solutions à base de gaz. Ça a été poussé pendant un temps parce que c'est plus propre du point de vue de la pollution de l'air et ça émet un peu moins dans certaines situations que le pétrole. Donc ça a été vu comme une solution de transition. Voilà, c'est un peu vendu comme ça. Je ne suis pas certain que ça soit vu vraiment comme une solution définitive, au moins pour des gros volumes, quoi. Et Excès Dibouy dit, sachant que la CRE prévoit que la production de biométhane va dépasser la consommation de gaz entre 2040 et 2050. Si c'est le cas, à mon avis, j'ai du mal à croire pour l'instant que ça grandisse autant, mais ça dépend vraiment aussi quelle va devenir la consommation de gaz pour la France à cette échéance. Je pense que si on a du gaz, si on a du biométhane,
pas trop cher, on lui trouvera des usages. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Le Chat90 nous dit il y a aussi une page sur le même site, donc sur Our World in Data, qui montre que le transport a quasiment pas d'impact par le ouais, c'est vrai. Je sais pas si on la trouvera facilement, mais ça a été pas mal repris. Ça vient d'une étude qui avait été pas mal utilisée. Bon, je trouverai pas tout de suite, mais effectivement, quand on regarde l'impact d'un aliment, le transport, il a souvent un impact assez limité. Alors, c'est pas vrai si vous prenez des mangues par avion, mais dans la plupart des choses, quitte à faire attention à votre alimentation, vaut mieux faire de saison que local. Mais quitte à faire attention à votre alimentation, vaut mieux faire les deux. Lali nous dit les deux sujets hard en France, voiture, végétarisme. Effectivement, ouais, voiture, végétarisme, j'ai envie de dire réduire l'avion, c'est pas évident non plus, réduire la consommation, c'est pas le sujet le plus facile. Réduire la température de consigne, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Bonjour Lulu Lelouch. Oui, je ne manque pas de sujets. Je ne manque pas de sujets. Donc voilà, pas mal de monologues de ma part. Je ne sais pas combien vous êtes. Je ne sais pas si je vous saoule. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, des choses qui ne vont pas, des points que vous jugez plus intéressants. On est une petite quarantaine. Navisline nous dit végétarisme, il y a un gros levier dans les cantines. On pourrait parler de ça si je traite un peu la question un jour. Donc dans les commentaires, il y a eu pas mal de mentions sur, je crois que j'en ai parlé un petit peu, sur les solutions véliques et en assistance vélique. Donc c'est peut-être quelque chose que j'ai sous-estimé ou sous-évoqué vis-à-vis de l'intérêt que ça suscite. Pour l'instant, les utilisations sont plutôt minoritaires. Le transport tout vélique, c'est des tout petits volumes. Je crois que j'ai regardé pour répondre à un commentaire et j'ai vu que c'était 1/1000e du transport mondial. Ça ne veut pas dire que c'est amené à le rester, hein, ça se développe, il faut voir jusqu'à quelle échelle, parce qu'on a plusieurs ordres de grandeur à gagner, et on peut aussi dire que en parallèle, il faudrait essayer de réduire les volumes transportés. Et l'assistance vélique, on sait que ça fonctionne sur un certain nombre de navires, ça a un peu de mal à se déployer, alors que ça pourrait être rentable. Donc là, il y a peut-être des enjeux de diffusion, d'ingénierie, il y a peut-être aussi de la complexité technique, notamment en rétrofit, parce qu'il y a un élément dont je n'ai pas trop mentionné dans la vidéo, c'est que quand on construit un navire, on lui construit des navires sœurs, un peu sister ship, ils appellent ça, donc des navires identiques. Mais en fait, il y a assez peu de navires identiques à chaque fois. Donc si vous faites du rétrofit, vous devez vous adapter à beaucoup de navires différents. Et ça peut être une difficulté. Avec de l'hydrogène au nucléaire pour les fours industriels, c'est pas une tech de Jonco. J'ai pas compris la question. Lali Leli. Et on me demande qu'en est-il des LOHC plus ammoniac méthanol. LOHC. Je ne sais pas. Liquide organique transporteur d'hydrogène. Je suis pas trop tombé là-dessus. Mais c'est un des problèmes, c'est que vu qu'il n'y a pas trop de trucs qui ont vraiment gagné les matchs pour l'instant, il y a énormément de possibilités. Dans les commentaires, on m'a évoqué plein de choses que j'avais pas vues jusqu'ici. Des solutions de, je sais pas... Vous prenez de l'aluminium à un endroit, vous le réduisez et vous l'utilisez comme combustible, un genre d'alumine qui s'oxyde, et c'est ça le moteur de votre bateau. Et arrivé au port, vous le reposez et vous le réduisez à nouveau. Donc des solutions en fait, quelque part de stockage d'énergie dans un couple, je pense redox, qui contient un aluminium, quoi. Donc il y a pas mal, il y a un foisonnement d'idées, de vecteurs, de carburants différents, même dans ce que j'évoque, les agrocarburants et les électrocarburants, j'en ai montré que quelques-uns. Donc clairement, j'ai pas toutes les solutions. Donc je ne saurais pas t'en dire plus, et encore moins en live. Si c'était un commentaire, je ferai quelques recherches rapides, mais là ça va être un peu compliqué. Il y a un autre truc que je voulais mentionner rapidement. Ah merde, je crois pas l'avoir regardé de côté. Est-ce que je peux faire une recherche par commentaire parce qu'il y avait un truc intéressant.
quoi ce bordel? Alors, laissez-moi 2 minutes. Ça vous laisse le temps de taper vos questions. J'en étais où? Il me demande mon identité. Tu te fous de ma gueule, toi? Yes, all good, all good. Il y avait une petite question qui demandait, donc là j'ai évoqué les biocarburants et pourquoi je l'avais mis en avant. Il y a une petite question qui demandait, j'aurais pu le mettre dans la vidéo, c'est intéressant. Avec les biocarburants consommés en France, ça effacerait quelle part du pétrole maritime utilisé par les Français? Alors j'ai fait quelques recherches. En France, on a 42 TWh de biocarburants et les soutes maritimes et le maritime national, ça fait 21 TWh. Donc il y a la question de l'empreinte aussi, de ce qui est rechargé ailleurs pour aller chez nous, etc. Donc c'est pas forcément la même chose. Mais pour l'instant, avec le biocarburant en France, qu'on met essentiellement dans des voitures et des camions, on a assez pour le transport maritime qui se recharge en France et le transport maritime national. Donc c'est vraiment pas négligeable les quantités d'agrocarburants qu'on utilise déjà. On le voyait dans la vidéo, parce que je crois que je disais que le maritime aurait besoin de 3 fois ce qui existe, etc. Mais ce qui existe, c'est surtout consommé dans les pays bien motorisés. Et donc, voilà, ça montre que la quantité d'agrocarburants, enfin de biocarburants, essentiellement d'agrocarburants, qu'on met dans les voitures et les camions aujourd'hui en France, ça couvrirait une part vraiment importante. Ici, apparemment, la totalité du carburant qu'on met en France dans des bateaux. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme petit truc que les commentaires m'ont amené à aller chercher un peu plus loin. Est-ce qu'à plus long terme, les bateaux nucléaires seraient pertinents d'un point de vue physique, quoi, évoqué dans la vidéo, mais cela reste probablement petit. Législation, prolifération. Ah oui, oui, effectivement, si. Alors, je réponds à Lali Lely. Effectivement, monter en température pour des productions industrielles qui ont besoin de température élevée, ça peut se faire avec de l'hydrogène éventuellement, avec du méthane, soit biomasse, soit produit de synthèse, qui peut être produit par du nucléaire ou n'importe quelle manière de produire l'électricité. Et le nucléaire peut aussi fournir directement une température élevée. Ça dépend des technologies. Et je voulais rebondir sur une autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, le nucléaire. Donc j'ai mentionné le nucléaire. Là aussi, c'est un choix éditorial de la vidéo, parce que si vous regardez beaucoup de rapports sur la question du maritime, le nucléaire n'y est pas présent pour des raisons un peu politiques. C'est pas une énergie qui plaît à tout le monde, parce qu'il y a eu des essais, ça n'a pas trop fonctionné, mais pour des raisons politiques, des questions de prolifération, des questions de sûreté, de sécurité, notamment dans les ports, des questions d'infrastructure aussi, parce que ça voudrait dire que les ports sont équipés pour gérer du combustible nucléaire, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Techniquement, physiquement, ça fonctionnerait. Il y a des navires nucléaires qui ont existé, il y en a qui existent toujours. Et donc, ça a suscité quand même pas mal de réactions dans la communauté du réveilleur. Au moins une partie, ça a l'air d'être une énergie particulièrement populaire. Et il y a eu souvent la suggestion de, en fait, ok, bon, c'est relou d'avoir des réacteurs sur tous les navires et d'en avoir dans tous les ports. Ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est tu retires les moteurs des navires. T'en fais des trucs sans moteur et t'as des remorqueurs. Je crois que ça existe déjà pour des réparations, pour des approches de certains ports, pour plein de choses. Je connais pas assez tous ces secteurs, comme à chaque fois je passe d'un sujet à l'autre, mais il me semble qu'on a déjà des remorqueurs pour aider ou assister ou entrer dans les ports, ce genre de choses. Donc on pourrait imaginer, voilà, il y a un navire remorqueur qui prend en charge des genres de barges, quoi, qui fonctionne au nucléaire, et qui lui, il y a des bases dédiées dans un nombre limité, voire en haute mer, pour gérer le combustible, etc. Et après, pour se rapprocher des côtes ou des ports, on a
je sais pas, des remorqueurs de plus courte distance qui fonctionnent avec des batteries. Donc il y aurait ce type d'architecture qui sont proposées dans certains commentaires. C'est pas totalement saugrenu, je crois qu'il y a des propositions un peu qui existent, bon pas très avancées, mais sur le papier, il y a des personnes qui réfléchissent à ça. Donc effectivement, quelque part, si on considère que le changement climatique est très grave et qu'on n'a pas d'alternative qui fonctionne bien, agrocarburants, électrocarburants, etc., le nucléaire pourrait être une alternative. Ça suppose qu'on se met d'accord politiquement sur accepter de tels navires, et ça suppose aussi qu'il arrive à réduire les coûts pour être compétitif avec les solutions alternatives. Il ne faut pas juste qu'il soit possible, il faut qu'il soit possible et plus facile, moins coûteux à déployer que des alternatives. Et vu qu'il y a cette difficulté culturelle, politique, il faudrait qu'il soit significativement moins coûteux que des alternatives. Et oui, il monte à 1200 degrés avec des poubelles. C'est bien, t'as moins d'émissions polluantes à ces températures. Lulu Lelouch, pour les biocarburants dans la littérature, j'avais vu des taux de retour énergétique de l'ordre de 0,5 à 2,3, donc vraiment très bas en fonction des sources. Donc pour moi, c'était vraiment pas une solution. Ouais, c'est pas une solution de ouf de manière générale. Après, un taux de retour énergétique bas, en fait, ça dépend du taux de retour énergétique des alternatives. C'est toujours ça. Parce que si tu as un taux de retour énergétique bas, mais que ce que tu mets dedans, c'est une énergie abondante et décarbonée, c'est pas tant que ça un problème. En fait, sur ces questions, le problème du maritime, c'est que sa décarbonation, pour l'instant, il y a beaucoup de technologies qui sont envisagées, donc il y a des visions du monde assez différentes entre des personnes qui imaginent qu'on va faire de la capture de carbone, d'autres personnes qui imaginent que les agrocarburants vont jouer un rôle, au moins en partie, et des personnes qui imaginent que demain, on va avoir du photovoltaïque très peu cher, qu'on va pouvoir mettre au milieu de nulle part, et en sortir des carburants de synthèse, des questions de electrostates, etc. Donc on aurait des carburants de synthèse produits au milieu du désert qui arrosent le monde entier. Et des personnes qui pensent que ça n'arrivera pas, donc qui s'imaginent que le nucléaire va reprendre une part importante, même dans ce genre de transport. Et aujourd'hui, l'arbitrage entre ces visions du monde, elle n'est pas évidente. Pour l'instant, la dynamique, c'est quand même plus d'aller vers du photovoltaïque extrêmement peu cher, qui permettra d'arroser en énergie un peu partout. Mais ce monde-là, il n'est pas encore advenu, et produire des électrocarburants au milieu de nulle part, ça pose d'autres problèmes d'entretien, d'accès à l'eau. Donc c'est un peu la difficulté. Je vous ai montré un peu les technologies, les visions, mais je vais assez vite dessus, et l'avenir, il n'est pas écrit encore. Il n'est pas écrit. Soussou Colline dit par exemple, le nucléaire c'est très cher, le transport maritime perdrait toute compétitivité. Donc il y a ce problème du nucléaire qui est cher. La réponse qu'on pourrait imaginer à ça, j'imagine, si quelqu'un défendait la vision d'un transport nucléaire, c'est que il est cher parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on fait sur d'autres énergies, notamment sur le photovoltaïque, qui est de faire beaucoup d'éléments de manière standardisée et d'avoir des gains énormes en termes d'effet d'échelle qui permettent de réduire le coût par panneau de manière extrême. Une réponse à ça serait, on fait plein de barges, on fait plein de SMR qui ont la même, donc de petits réacteurs nucléaires qui ont la même architecture, et ça permet de réduire les coûts de la même manière, enfin pas de la même manière, il n'y aura pas autant d'unités, mais d'utiliser cette force qui est vraiment très importante d'un point de vue technique, économique, déploiement de technologie, et que vous ne comprenez pas si votre vision du monde s'arrête à une analyse physique, quoi. Donc ça arrête au début du problème. Et Charles nous dit la réduction des coûts, j'y crois pas, trop besoin de personnel expert. Voilà, c'est une autre réponse, c'est vrai. C'est vrai aussi que c'est un des problèmes du nucléaire, vu que c'est assez technique, vu qu'il y a la question des déchets à gérer, etc. Il y aura une responsabilité, il y aura du personnel formé, donc des coûts associés à ça. Après, je montrais, il y avait une source dans la vidéo qui montrait que si le nucléaire était très cher à l'achat, en fait, il serait déjà rentable à l'utilisation. Donc je sais pas ce que ça vaut, parce que c'est un peu niche comme domaine de recherche, mais si vous regardez c'est pas là.
111, il y a beaucoup trop de sources. Si vous regardez, voilà, là ils aiment bien les security checks. Hein. Donc là, il a essayé un peu de faire de l'économie de cette possibilité d'un navire nucléaire par rapport à ce qui existe au diesel. Et en fait, vous voyez que sur la durée de vie, le nucléaire s'en sortira un peu mieux en millions. Mais par contre, l'investissement, je ne sais plus, il est 10 ou 20 fois plus élevé. Voilà. S'il y en a que ça intéresse. C'est difficile de savoir si c'est correct parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Mais voilà. Le chat nous dit le solaire, 30 grammes kWh est plus émetteur que le nucléaire, en besoin de matériaux aussi. Oui, mais c'est déjà, bon, quand on en sera à se battre pour quelques dizaines de grammes par kilowattheure, la transition sera à peu près faite. Donc quand le choix, ça sera entre 30 grammes et 5, au lieu d'être aujourd'hui entre 1300 et des technologies bas carbone, on aura gagné quand même un bon bout du truc. Ensuite, le photovoltaïque, il fait que réduire, et il continuera de se réduire au fur et à mesure qu'il s'améliore et qu'on décarbonera le reste de l'économie. Et enfin, en fait, la logique, elle se fait pas là. Ce qui se déploie aujourd'hui, si le photovoltaïque se déploie aujourd'hui plus que le nucléaire, c'est pas parce qu'il émet 20 grammes de plus, c'est parce qu'il est beaucoup moins cher et qu'on peut en mettre partout facilement. Je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, le Pakistan, ils ont annulé des contrats d'import de gaz naturel liquéfié parce qu'ils mettent du photovoltaïque sur tout leur toit, quoi. Ils déploient pas des centrales nucléaires. Voyez, mais n'importe qui peut prendre des panneaux et les brancher. Bon, il y a un peu de gestion du réseau relou derrière, mais ça, c'est à la portée de beaucoup de pays en voie de développement, là où les centrales nucléaires ne le sont pas. On s'éloigne un peu du sujet. Donc voilà, il y a des controverses sur le nucléaire. La porte n'est pas complètement fermée au sens qu'elle n'est pas fermée pour des raisons physiques, pour des raisons d'impossibilité. C'est plus pour des questions d'acceptabilité sociale, de politique, au niveau international en plus. Donc c'est pas impossible que ça advienne, mais j'ai quand même l'impression que cette possibilité du nucléaire est plus populaire dans ma communauté que dans les scénarios prospectifs sur le maritime. Après, moi, je préférais largement une solution nucléaire à celle existante sur les ressources fossiles. Je pense que sur la chaîne, j'ai passé pas mal de temps sur le nucléaire. Mookie nous dit, j'ai trouvé la vidéo top, je vais pouvoir répondre aux gens qui ne veulent pas entendre parler de voitures électriques parce qu'un porte-conteneur, ça pollue autant que X voitures. Alors j'ai eu cette remarque en commentaire. Alors effectivement, la vidéo est un peu là aussi. Et en fait, ce truc un porte-conteneur pollue autant que 100 000, 10 000, 500 000 voitures, souvent il y a une ambiguïté qui est que ça joue sur pollue au sens de pollution de l'air et pollution de l'air au sens d'émission de soufre. Alors c'est moins vrai depuis qu'il y a eu cette régulation qui a changé, mais ça reste vrai, c'était beaucoup plus vrai avant. Et en fait, c'est vrai qu'un porte-conteneur sur une année, en termes d'émissions de soufre, ça peut polluer plus que des dizaines, et peut-être avant même des centaines de milliers de voitures. C'est pas impossible. Et il y a cette ambiguïté, et les gens ils lisent ce titre, et ils ont l'impression que c'est pour le climat, et ils disent allez vous faire voir avec votre voiture électrique. Et du coup, il y a ce problème-là que j'aurais pu mentionner d'ailleurs. Alors Lulu Lelouch dit pour le coût bas du photovoltaïque c'est aussi vrai pour le LCOE parce que le coût marginal de fonctionnement est très bas, mais est-ce que c'est aussi vrai si on compte tout ? C'est une question plus complexe, les coûts complets. Dans la vidéo que j'avais fait sur le réseau électrique en France et le rapport de RTE, j'expliquais que pour moi c'est impossible de l'évaluer à la sortie d'un centre de production. Les coûts complets, ça ne peut s'évaluer qu'à l'échelle de l'ensemble du réseau électrique. Vous voyez, raisonner sur un panneau en disant il faut forcément mettre une batterie derrière, pas forcément. Ça dépend ce que vous avez d'autre sur le réseau. Ça dépend, est-ce que la demande est flexible ? Ça dépend, est-ce que vous avez l'hydroélectrique qui est flexible ? Est-ce que vous avez des centrales en face qui peuvent bouger ou de la demande qui peut bouger ? Donc pour l'instant c'est sûr qu'en sortie de panneau c'est ce qu'il y a de moins coûteux, et puis quand on voit où elle se déploie, enfin
Aujourd'hui, il y a des déploiements assez importants dans les pays en voie de développement, je pense, qui n'étaient pas envisagés jusque-là ou pas visibles. Il y a des choses même qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas de statistiques là-dessus. Vraiment, quand ils ont essayé de comprendre ce qui se passait au Pakistan, ils ont commencé par... Ils ont regardé des images satellites pour regarder le taux de déploiement des photovoltaïques. Ils regardent ça et ils regardent les quantités importées. Ils n'ont pas de suivi assez précis. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais où j'avais lu ça ailleurs, ils n'ont pas de suivi assez précis de ce qui se déploie. Les gars, ils se rendent compte qu'en fait, leur centrale électrique au gaz, elle ne fonctionne plus, et ils regardent des images satellites et ils disent « Ah, en fait, il y a des panneaux partout maintenant ». Et il faut aussi se rendre compte que ça se déploie dans des endroits où ils n'ont pas de réseau extrêmement stable, ils peuvent avoir des coupures, etc. Donc pour eux, avoir une source intermittente, c'est déjà leur réseau. C'est déjà leur réseau. Au moins, ils sont sûrs d'avoir les legs pas chers à certains moments. Donc cette question des coûts complets, du stockage et tout, ça dépend de quoi on parle, ça dépend de quel système, ça dépend pour quelle utilisation. Donc, et c'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, le fait que le photovoltaïque, ça soit intermittent, ça n'empêche absolument pas d'être l'énergie la plus déployée aujourd'hui. C'est vraiment une vision qui se trompe de questions, ou qui ne comprend pas le problème, ou qui ne comprend pas la transition. Je dis pas que c'est pas un défi hein, pour le déploiement en Europe, mais c'est des choses où on sait mettre des choses en face, et c'est pas un défaut rédhibitoire. Et en plus, il y a un truc que j'ai pas abordé sur la chaîne parce que c'est un peu plus récent et c'est encore une vidéo à faire. C'est les déploiements absolument incroyables ces dernières années des batteries. Aujourd'hui, une batterie, ça coûte rien en fait. Ça coûte rien. Alors c'est moins pertinent pour des pays tempérés, mais si vous vous rapprochez de l'équateur, des systèmes, des systèmes plus proches de l'équateur, des systèmes batterie plus photovoltaïque, ça coûte déjà moins cher que les ressources fossiles. Et on atteint quelque part c'est pas ce que je veux faire, je veux chercher photovoltaïque production. Et on atteint quelque part un tipping point, un point de bascule où le déploiement se fait pour des raisons économiques, quoi. C'est pas un gouvernement écologique centralisé qui déploie du photovoltaïque au Pakistan, quoi. C'est pas un gouvernement écologique qui veut lutter contre le changement climatique qui déploie masse de photovoltaïque en Inde, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se déployer, et ils déploient du photovoltaïque parce que c'est pas cher. Et c'est assez marrant de voir que des pays comme, je sais pas, le Pakistan ou l'Inde, en fait, ils ont un taux de déploiement qui devient impressionnant par rapport à des États-Unis, quoi. Est-ce qu'on peut avoir... Bon, c'est aucun rapport avec la vidéo, en fait. Je suis en train de partir en live sur des sujets dont je dis peut-être des bêtises. Mais voilà, ça c'est le photovoltaïque, donc ça n'existe pas en 2010. Et aujourd'hui, ça fournit 2128 TWh dans le monde. C'est un peu plus, 4 fois et demi peut-être la production, la consommation française d'électricité. Donc c'est des volumes qui sont impressionnants. C'est des volumes qui sont impressionnants avec des pays, alors forcément en volume ça va être plus petit, mais si on isole l'Inde pour voir la dynamique, avec des pays, voilà, enfin l'Inde, vraiment la dynamique elle commence il y a 10 ans et elle est surtout là les dernières années. C'est dur à imaginer. Et là-dedans, il y a des choses qu'on ne capture pas, notamment dans les pays en développement pour des questions de données, quoi. Bref, ça fait entre 5... Alors, le mondial, c'est 20 000. C'est 20 000, je crois, je dis dans la vidéo. De mémoire, c'est 20 000. Donc, effectivement, ça fait 10%. Ça fait 10%. Est-ce qu'on va la voir quelque part ? Il faut regarder Amber si ça vous intéresse. Il faut regarder Amber. Ou alors ils utilisent la substitution. Ça va dépendre un peu de... Ça va dépendre des conventions. Ouais, là ça va pas être 10%, je pense. On va avoir un problème de convention là. Donc ça va pas être 10%. Attendez, est-ce qu'on l'a en pourcentage ? Sinon on fait à la main, mais c'est relou. Je devrais savoir ça, hein. Le pourcentage. 20 000, 26. J'avais 26. Ah bah c'est peut-être 26. Parce que là ça fait 26. 26. Donc entre 5 et 10, ouais, un peu moins de 10. Entre 5 et 10, tu avais raison. Lulu le louche. Et en croissance assez rapide. Alors, pardon.
Je vais essayer de reprendre les questions après être parti dans les cacahuètes. Le solaire thermique, c'est bien aussi. Je ne sais pas pourquoi. Globalement, pour faire du chauffage, c'est pas mal. Une vingtaine de bâtiments militaires vs les milliers de bateaux civils pour le savoir-faire, ok, mais formés en masse quand même. Navislide dit, ça parlait, je crois, d'oxyde de soufre à l'époque où les voitures étaient déjà propres à ce sujet. Un porte-conteneur, 50 millions de voitures, un truc du genre. Ouais, effectivement, donc c'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai vu la vidéo de Technology Connection au sujet de PV plus batterie? Je crois que j'ai commencé à la voir, si on parle de la même, et j'ai pas fini. Il y a trop de vidéos. Elle est bien? Tu la conseilles, Navisline? Le chat 84 et le problème de stabilité du réseau quand on met trop de solaire et d'éolien qui n'ont pas d'inertie. Bah je vais répondre rapidement. C'est sûr que c'est une évolution de la manière dont le réseau fonctionne. Et il peut y avoir des couacs, parce que c'est un changement de fonctionnement du système. C'est pas un problème qui est insoluble. Il y a des manières de rajouter artificiellement de l'inertie et les batteries peuvent rendre ce genre de service. Il y a quelques cas en Australie notamment, ils l'utilisent. Donc c'est pas indépassable. Et la production mondiale, je crois que je l'avais dit là-dedans, en espérant que je me sois pas planté sur la vidéo. Si on cherche terawattheure, on va trouver. Genre, j'ai pas terawattheure dans mon texte. Genre. Ça m'étonnerait. Ah, production mondiale à 30 000. Donc, on avait dit 2000 et quelques. 2000 sur 30 000, ouais, on va être à 6-7% aujourd'hui du photovoltaïque, qui était inexistant il n'y a pas si longtemps. Voilà, toute la question, c'est de parier sur combien de temps va durer cette exponentielle. Est-ce que la fameuse batterie solide pourrait être un gros boost pour les batteries? Alors vous avez beaucoup de questions sur un sujet qui n'est pas le sujet de la vidéo et que je ne connais pas bien. Donc je vais arrêter de répondre n'importe quoi. Je vais revenir un peu sur la vidéo. Alors il y a quelques commentaires aussi qui méritent un peu des compléments. Il y a un premier truc il y a toute une partie où j'explique que ralentir les bateaux c'est assez intéressant, et il y a des commentaires qui disent oui mais si on ralentit il faut plus de bateaux, et je le mentionnais dans la vidéo, et en fait malgré cette prise en compte de l'augmentation du nombre de bateaux, ça reste intéressant. Donc déjà une petite déception de ma part, c'est que j'ai dû aller un peu vite parce que il y a eu quand même plusieurs commentaires qui mentionnent cet élément qui était une information dans la vidéo, donc qui l'ont raté, donc je sais pas, il y a dû avoir un petit bug, mentionné trop vite ou pas assez bien. Et donc ça reste intéressant, et ça reste intéressant pour une logique qu'on retrouve sur des chaudières au fioul, des chaudières au gaz, des voitures thermiques, etc. C'est que en fait l'impact climatique de la production de ces trucs-là, des machines qui utilisent des ressources fossiles, l'impact climatique de la production est très faible par rapport à l'impact de l'utilisation. Évidemment, si on regarde la production étalée sur la durée de vie, par tonne kilomètre, l'impact de la production est très faible. Donc faire un navire de plus, c'est pas un gros impact climatique par rapport à réduire la consommation à l'utilisation, ce qui est le cas quand on les ralentit. Alors vous allez me dire, si on ralentit, on diminue le nombre de tonnes kilomètres sur la durée de vie. Ça peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des études qui prennent en compte cette augmentation de la taille de la flotte si on ralentit, et malgré ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi sur d'autres pollutions. Sur ce truc, il y a un moment où je dis que la puissance d'un moteur, ça dépend de la vitesse au cube. C'est quelque chose qui était dans le script que m'a préparé Arnaud, donc le script qu'il a préparé. Et c'est juste, la puissance d'un moteur dépend de la vitesse au cube. Donc dans ce passage-là, ce que je dis, il n'y a rien qui est faux dedans. Mais on peut comprendre que c'est les frottements ou c'est l'énergie nécessaire qui dépend de la vitesse au cube. En fait, si vous voulez l'énergie, vous devez intégrer la puissance sur la durée, quoi. Et s'il va plus vite, il y a moins de durée. Donc en fait, vous récupérez un V quelque part là-dedans quand vous faites l'intégrale. Et du coup, l'énergie dépensée, elle dépend de la vitesse au carré. Alors, c'est toujours intéressant de réduire la vitesse, mais elle dépend de la vitesse au carré, et j'aurais dû le dire comme ça aurait été plus clair. Je crois, mais ça remonte à longtemps, donc je suis pas sûr, qu'il y avait cette mention du cube, parce que
si la puissance dépend de la vitesse au cube, ça veut dire que ralentir, ça permet d'avoir des moteurs qui sont quand même plus petits. Et avec une vitesse au cube, ça permet d'avoir des moteurs qui sont beaucoup plus petits. Donc c'était intéressant, cette question de vitesse au cube, parce que ça touchait au moteur. J'ai retiré cette partie, donc pour la question de l'intérêt de diminuer la vitesse, avoir l'idée que l'énergie sur le trajet est proportionnelle à la vitesse au carré était plus pertinent. Donc là, petit écart, petite erreur de vulga, petite sous-optimisation de ma part. J'aurais pu être plus clair, mais je ne crois pas qu'il n'y ait d'erreur. Et sur les bateaux... Ah oui, il y a un autre commentaire que j'ai trouvé intéressant et où j'ai découvert quelque chose. Du coup, il y a quelqu'un qui a critiqué gentiment. Il y en a qui étaient moins gentils. Non, vraiment, ça fait partie des vidéos où les commentaires étaient les plus sympas et les plus... les plus sympas, les plus... je sais pas comment dire. En joliveur, les plus... Bref, merci. Et il y avait un commentaire qui me disait, oui, c'est marrant, tu mentionnes les émissions de soufre, mais tu mentionnes pas le fait que depuis qu'on en a moins, on est obligé dans l'agriculture d'ajouter du soufre. Élogieux, ouais, c'était un peu too much. Merci, Sir Bongcloud. Il y avait des commentaires assez élogieux et moins de commentaires méchants que d'habitude, moins de commentaires climato-sceptiques. On voit que j'ai touché moins de personnes. Et donc, j'ai regardé suite à ce commentaire, et effectivement, en fait, avant, le fait qu'il y ait des émissions de soufre, alors pas seulement le maritime, parce qu'on réduit les émissions de soufre de plein de choses, et en termes de volume, c'est même pas dans le maritime qu'il y a eu les plus grosses réductions, c'est sur les centrales au charbon, ce genre de choses, et depuis assez longtemps pour une partie, notamment pour lutter contre les pluies acides, parce que les émissions de soufre, ça faisait ça. Et donc voilà, on a réduit ces émissions de soufre, qui a un gros gain pour des questions de santé humaine et d'écologie, mais le soufre, et je ne le savais pas, c'est le 4e élément qui manque en agriculture après les fameux NPK, donc azote, phosphore, potassium, dans cet ordre-là, je crois. Il peut manquer du soufre pour le développement des plantes. Et avant, le fait de balancer plein de soufre dans l'environnement avec tous les problèmes que ça posait, ça arrosait aussi les champs, ce qui permettait cette fertilisation. Maintenant, il y a des endroits où du fait de cette réduction des émissions de soufre, on se retrouve à devoir en ajouter si on veut une croissance optimale. Et donc, le soufre qu'on retire en raffinerie, on le met en partie sur des champs. C'est intéressant comme anecdote, ça n'enlève rien à l'intérêt de réduire les dommages environnementaux du fait d'arroser du soufre partout. Vaut mieux enlever partout ces problématiques et ajouter un peu où ça manque que de niquer tout le monde pour en avoir un peu dans les champs. Enfin, ça paraît assez logique, mais je ne connaissais pas cette conséquence, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, vu qu'on a arrêté d'envoyer du soufre comme des gros malades avec tous les problèmes que ça posait, on se retrouve à en agiter à la main dans certains systèmes agricoles. J'ai trouvé ça rigolo, je ne pensais pas en vérifiant tomber sur ce truc-là. Dans ce que j'ai lu, c'était jamais évoqué, mais bon, ce que je lis, c'est pas exhaustif et c'est pas une question directement liée à la réduction dans le transport maritime, parce que c'est plus lié à la réduction de soufre en général. Et en plus, voilà, le transport maritime, c'est surtout des navires au milieu de l'océan, donc ce qui a eu le plus d'effet, c'est surtout quand on a réduit les soufres qui étaient plus proches de l'agriculture. Et donc voilà, le soufre, donc là on l'a réduit dans le maritime avec cette réglementation qui limite les rejets de soufre. On l'a réduit il y a beaucoup plus longtemps, je dirais dans les années 60-70. Ailleurs, avec notamment la désulfuration des carburants. Avant, il y avait du soufre dans l'essence, etc. Essence diesel, donc on désulfure, on utilise de l'hydrogène pour retirer le soufre au niveau de la raffinerie, et aussi des questions de traitement des fumées sur des centrales électriques, etc. De ce que je me rappelle de ces sujets. Soufre qui avait des impacts sur l'infrastructure, ça peut corroder le métal si la pluie est acide, sur l'agriculture, la biodiversité, parce que ça affecte les plantes, etc. Et pluie acide, ça augmente aussi la mobilité de certains ions, de certains nutriments dans les sols, et ça pose des problèmes notamment dans les pays nordiques, qui ont un sol assez peu élevé. Donc, pluie acide qui posait quand même pas mal de problèmes, qu'on a résolu en réduisant les rejets de soufre vers l'environnement. Et en tant qu'aérosol, le soufre, ça a plutôt un effet réchauffant ou refroidissant. Alors, en tant qu'aérosol, le soufre, ça a clairement un effet refroidissant. Et c'est pour ça que dans la vidéo, j'explique que cette réglementation, elle a eu un petit effet réchauffant et assez marqué sur les gros corridors maritimes, qui a joué pour partie dans le maximum
qu'on a eu dans les records qu'on a eu ces dernières années. Là-dessus, la référence sur les questions climat un peu relou, ça reste, je sais pas où j'ai tapé là. Ça reste Carbon Brief, et donc là vous avez un peu des explainers. Genre il n'y a pas Carbon Brief. Peut-être pas dans les liens. Non, c'est bizarre. J'ai tendance à écrire soufre avec 2 F, c'est trop bizarre. Là je me suis appliqué, je me suis concentré pour pas en mettre 2. Donc là vous voyez, ah oui parce qu'il y a un espace, vous voyez des choses sur Carbon Brief et c'est une source intéressante. C'est de la vulga assez poussée avec des chercheurs et tout. Carbon Brief, c'est vraiment le top. Et donc là, il parle, je crois, c'est dans celui-là où il parle des effets de l'arrêt du soufre, voilà, sur la température, des arrêts de ces émissions. Louis Pouzin dit c'était l'éruption volcanique en Islande qui avait produit un refroidissement notable. Bonne question. En Islande, je suis pas certain, mais c'est vrai que c'est vrai que les éruptions volcaniques, certaines en particulier, en fait, il faut des éruptions qui soient capables d'envoyer des grandes quantités de soufre assez haut dans l'atmosphère pour que en fait, pour qu'une éruption affecte fortement le climat, il faut des émissions soufrées. Il faut que le plume, je sais pas comment on dit, le panache, il monte suffisamment haut pour être au-dessus des nuages. Comme ça, ça a du mal à retomber. Et là, vous pouvez avoir des effets sur plusieurs mois à quelques années. Et là, on voit un effet, par exemple. Donc là, on voit l'effet sur AOD, ça doit être Optical Density, quelque chose. Donc en fait, c'est la quantité de rayonnement qui atteint le sol. Et de mémoire, les 2 grosses éruptions typiques, c'est Pinatubo et... J'ai su tout ça. Je vieillis. La mémoire, tout ça. El Riron. Donc là, vous avez des effets je sais pas en quoi ça mesurait. Optical Depth, c'était ça le OA. Donc en fait, ça fait qu'il y a moins de rayonnement qui atteint le sol. Et vous avez quelques grands volcans qui ont eu ces effets assez impressionnants. Les effets sur la température. Et là, plus récemment, il y a eu un volcan qui était discuté sur le fait qu'il a envoyé de la vapeur d'eau dans la stratosphère, où elle reste relativement stable, contrairement à la troposphère, où elle a une durée de vie d'une quinzaine de jours. Donc c'est encore un mécanisme un peu différent. Mais voilà, le plus connu, c'est Pinatubo en 92. Et donc ça a un effet, donc c'est un effet d'aérosol, ça fait des petites gouttelettes d'acide sulfurique qui renvoient une partie du rayonnement solaire, et il y a un second effet qui est que quand elles retombent, elles peuvent nucléer des nuages. Donc les nuages, il y a des endroits où la vapeur d'eau est sursaturée, en fait elle ne devrait pas être sous forme de vapeur, mais elle n'arrive pas à se condenser parce qu'il manque des petites impuretés qu'on appelle des noyaux de condensation, et les émissions de soufre peuvent aussi jouer ce rôle. Et là aussi, c'est un effet refroidissant. Donc il y a un effet direct qui est de renvoyer le rayonnement solaire, et il y a un effet indirect qui est de produire des nuages qui renvoient le rayonnement solaire. 91. Donc ça, c'est à ma connaissance, la plus grosse éruption dont on a une archive scientifique poussée avec mesures satellites, etc. Effet refroidissant sur le climat. Voilà sur ça. Et puis Eyjafjallajökull, le volcan islandais, je sais qu'il y avait eu un impact assez important sur... alors, il me semble qu'il y avait eu un impact assez important sur l'aviation. Il y a une partie de l'aviation européenne qui n'avait pas volé, etc. Et ça avait permis de voir un peu les effets des traînées de condensation. Donc c'est une question un peu différente. Après, je me plante peut-être. Ok, est-ce que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire? Alors,
Il y a une autre chose, et je vais finir là-dessus, enfin ou pas, ça dépend si vous avez des questions. Il y a un autre point qui est un peu plus technique, ça plaira aux plus... aux plus attentifs, je sais pas, à ceux qui s'intéressent le plus à ces questions techniques un peu reloues. Vous savez, sur la chaîne, j'ai fait aussi des vidéos sur l'idée de retirer du CO2 de l'atmosphère, avec par exemple cette technologie de DAX, donc qui permet de retirer directement du CO2 de l'atmosphère. Il y a des questions de pouvoir l'utiliser pour produire des carburants de synthèse, etc. Mais surtout, il y a cette idée de retirer du CO2 de l'atmosphère et de le mettre dans le sous-sol. C'est très très balbutiant, c'est des toutes petites quantités, c'est coûteux, ça demande de l'énergie, etc. C'est limité. Mais conceptuellement, ça serait possible de se dire, ok, le maritime, c'est relou d'en réduire les émissions, donc on va continuer d'utiliser des ressources fossiles. C'est problématique, ça maintient l'indépendance, etc. Je dis pas que c'est parfait, mais physiquement, cette possibilité existe de se dire, ok, on continue d'émettre avec du maritime. Par contre, on lui fait payer le fait que ce qu'il émet là, il doit retirer l'équivalent de l'atmosphère et le mettre dans le sous-sol. Pas nous mettre de la compensation à carbone à la con dans des arbres. Vraiment, faire l'équivalent. Tu prends du carbone dans le sous-sol, tu le brûles pour le mettre dans l'atmosphère. De l'autre côté, tu prends du carbone dans l'atmosphère et tu le séquestres dans le sous-sol de façon durable. Physiquement, il pourrait y avoir cette équivalence. C'est pas impossible. Et on a même des prototypes industriels. C'est toute la question, c'est est-ce qu'on peut déployer, est-ce qu'on peut s'assurer, est-ce que ça sera assez peu coûteux, etc. Mais physiquement, ça, c'est possible. Et en fait, ce qui est étonnant, intéressant, c'est que c'est exclu de la manière dont on considère cette question aujourd'hui. Parce que ce soit ce qu'on envisage pour l'aérien ou pour le maritime, on envisage des cibles en termes de réduction des émissions par tonne kilomètre. Et des cibles en termes de réduction à cet endroit-là. Donc si on met tel carburant, ça n'émet plus que tant, et ça c'est en dessous de la cible. Et on ne se dit pas, on peut garder une émission élevée et compenser par ailleurs. Vous voyez, donc cette solution de la DAX, elle est exclue par choix réglementaire politique, alors qu'elle reste physiquement possible. Et là où il y a des personnes... En fait, là, même où moi je trouve ça un peu étonnant, c'est que le pari de se dire... En fait, c'est pas impossible, à mon avis, que cette idée de retirer et de séquestrer, ça devienne moins coûteux que des alternatives. Et dans ce cas-là, c'est bizarre qu'une solution qui serait pas moins bien physiquement et potentiellement moins coûteuse soit exclue un peu de principe. Donc ça, j'ai fait le choix de ne pas trop en parler dans la vidéo par rapport à ce focus sur les agrocarburants par exemple, mais à mon avis, si je parle de l'aérien, je me poserai un peu plus cette question parce que dans l'aérien, les alternatives sont encore plus dures. Sont encore plus dures à trouver et sont encore plus coûteuses. Donc au moins considérer ça et essayer de le quantifier, se dire ok, on a dit qu'il fallait telle quantité si on veut faire des électrocarburants. Voilà, il fallait, je sais plus, 6000 TWh, je crois, disait d'électricité. Mais si on voulait faire de la DAX, par exemple, combien il faudrait d'électricité en fait? Plus ou moins? J'ai pas été jusque-là, mais ça serait intéressant de le faire. Après, pour défendre un peu l'exclusion, on pourrait dire oui, mais ce que veulent éviter les politiques, c'est des promesses technologiques infondées, parce que pour l'instant, ça n'a pas très bien délivré les promesses. Tous les procédés de capture, séquestration de carbone, c'est pas fou d'un point de vue des actions qui ont été menées jusque-là ou du track record de ces technologies. On n'est pas sur des trucs de ouf. Ils veulent peut-être éviter des technologies qui serviraient de fuite en avant ou dont on aurait du mal à vérifier ou à traquer ce qui est réellement stocké, mais ça ne paraît pas des problèmes indépassables. Donc voilà, moi ça ne me paraît pas impossible que ce choix il devienne techniquement ou économiquement abordable. Il y en a qui pourraient, je sais pas, me traiter de technosolutionniste au sens qui ferait des paris différents sur ces technologies. Et donc peut-être qu'à l'avenir, on aura des politiques qui évolueront sur ces sujets. Alors ça dépend de comment cette technologie évoluera, ça dépend aussi de comment les autres technologies évolueront. Parce que si on sait prendre du CO2 dans l'atmosphère et le mettre dans le sous-sol, mais que ça reste plus coûteux que de virer une source d'émission, on virera une source d'émission. Surtout que virer une source d'émission, ça permet aussi de ne plus être dépendant de l'industrie fossile, ça permet d'éviter des effets qu'on appelle de lock-in, où en gardant une industrie fossile fonctionnelle, on se retrouve avec des usages dont on n'a pas envie, ou on se retrouve à forcer des trucs dont on n'a pas envie, parce qu'une fois qu'une industrie est en place,
elle sait très bien créer la demande pour répondre à ses besoins, elle sait tordre un peu le cadre politique. Donc, quelque part, je comprends de mettre un peu des barrières et d'avoir une vision politique qui exclut des possibilités un peu dangereuses, mais d'un point de vue physique, cette possibilité existe et c'est pas impossible qu'elle soit intéressante. Donc voilà, petit débat, je pense, sur le rôle de la DAX, à mon avis, qui sera encore plus marqué sur la question de l'aérien, où les solutions technologiques sont encore plus, de ce que j'en sais, hasardeuses ou lointaines ou difficiles que pour le maritime. Tout ce qu'on prend me dit salut Rodolphe, merci pour ta vidéo, on l'a regardé en live et j'avais pas mal de retours de certains qui voulaient pousser l'option propulsion nucléaire, mais je crois qu'ils ne se rendaient pas compte des contraintes de sécurité et réglementaires. De ton côté, tu penses que c'est mort de nucléariser une partie de la propulsion? Je pense que c'est difficile vu où on en est par rapport à cette technologie aujourd'hui. Après, peut-être que j'ai eu pas mal de retours de gens de ton live parce que effectivement j'ai eu des commentaires qui allaient dans ce sens aussi, avec des propositions par exemple de sortir les réacteurs des navires pour les mettre sur des remorqueurs. Pour l'instant on en est assez loin, faut voir comment les alternatives évoluent là-dessus, et il faut voir à quel coût arriverait le nucléaire. Je pense que c'est beaucoup cette question-là qui joue. Je pense qu'on a des personnes en France qui réfléchissent juste d'un point de vue physique et qui ratent l'essentiel du problème, qui est après comment on fait pour déployer et qui paye, quoi. Et à combien, quoi. Et ce qui fait le déploiement aujourd'hui réel, c'est ces questions-là. Et dans ces questions-là, il y a les questions de faisabilité technique, d'acceptabilité, de cadre politique, de sûreté, de sécurité, de gains sur les effets d'échelle. Et il y a plein de questions assez compliquées, même pour moi, donc c'est pas ma formation d'être économiste. Alors, Sir Bomb Cloud dit, ça paraît possible de mettre des mécanismes de capture directement en sortie des bateaux. Alors, c'est envisagé, il y a peut-être moyen qu'il y ait des pilotes aussi. Ça pose des problèmes, c'est que pour l'instant, cette capture, séquestration de carbone, ça reste une grosse usine à gaz, sans mauvais jeu de mots, quand on le fait en stationnaire. Donc le faire sur un truc qui bouge, en lui prenant de l'énergie, c'est compliqué. En plus, ça veut dire que vous prenez des fluides et qu'au lieu de vous en débarrasser, d'alléger le bateau, vous les stockez sur le bateau qui rajoute un poids. Donc c'est envisagé, ça fait partie des très 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 nombreuses pistes. Moi, je suis un peu sceptique pour ça parce que j'ai fait des vidéos sur la capture et séquestration et on voit que les promesses sur des sites stationnaires sont dures à tenir. Donc sur des sites mobiles, contrats en volume, contrats en énergie, etc., ça me paraît encore plus difficile. Et quitte à aller dans cette direction, donc même pas de DAX, de capture et séquestration, j'ai l'impression que faire la capture-séquestration en stationnaire et de faire du carburant sans carbone qui en sort, ça me paraît un peu plus facile. Mais dans les deux cas, parmi les solutions de capture et séquestration, je serais presque plus tenté par la DAX que par la capture et séquestration. Mais je peux me planter là-dessus. C'est des sujets très compliqués parce qu'il y a beaucoup de technologies différentes. Et donc, il y a des paris différents sur l'avenir. Ce sur quoi je voulais insister surtout ici, c'est que voilà, on a un cadre réglementaire politique qui exclut de fait une solution technique qui techniquement pourrait fonctionner. Après, toute la question, c'est monter en échelle, évolution du coût, etc. Et merci beaucoup à Tout ce qu'on prend d'être là, d'être présent et d'avoir regardé la vidéo en live. Longue vidéo d'1 heure, je ne sais pas combien de temps a fait ton live, mais la regarder en live en la commentant, ça devait être un marathon. Et ouais, question du nucléaire, ouais, qui est assez populaire en France. Parce que technologie dense, bas carbone, on peut la défendre aussi. Alors, est-ce que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler? Ah, on m'appelle. Je sais pas si vous entendez les bruits derrière moi. Je sais pas ce que vous entendez. Je crois que j'ai évoqué les différents points dont je voulais parler, donc je vais tranquillement arriver au bout, sauf si vous avez d'autres remarques, commentaires, questions. Et va se poser la question de... Ok, vous entendez un peu.
Ouais, Ripley dit, imaginons un monde parallèle où des tankers nucléaires bloqués au détroit d'Ormuz, potentiellement touchés par des drones. Ouais, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Après, il faudrait regarder en détail les dommages environnementaux que causerait ce genre de choses, mais pas évident. Tout se comprend. Première moitié, très accessible. Bah, il y a bien de sujets. On a un peu plus galéré sur la fin avec le jeu des carburants. Ouais, bah honnêtement, c'est une partie compliquée. Et c'est compliqué parce que il y a beaucoup d'options différentes. Et ça me pousse à aller un peu vite et à même pas tout montrer. Donc, non, techniquement, c'est un sujet compliqué. Donc, soit on va pas dans cette technicité, on râle plein de trucs. Soit, ben voilà. Il y a des sujets, on peut faire ce qu'on peut, mais qui sont, qui sont compliqués de fait. Alors, vers qui je vous envoie? Si vous avez des idées, on se rapproche de la fin du live. Si vous êtes plus familier de Twitch que moi et que vous êtes abonné à plein de gens stylés, n'hésitez pas à proposer un peu. Sinon, je vais vous envoyer regarder Animal Crossing. Bah, c'était pas mal. J'ai bien monologué. Je suis un peu fatigué. Ah, j'ai les yeux tout secs là. Pouah. Début d'énergie et petite sécheresse oculaire. Ouah, ça me défonce. Et tout ce qu'on prend me dit que j'ai raison de pousser la technicité. Vous en aurez. Vous allez voir, la prochaine... alors je sais pas quand ça sortira, mais le script sur lequel je travaille, c'est plus usage de bois, biomasse et tout. Et ça part dans tous les sens en fait. Parce que ça oblige à parler de matériaux, de cycle du carbone relou, d'exploitation de différentes méthodes d'exploitation un petit peu, de problèmes de pollution de l'air, de problèmes de biodiversité. Et encore une fois, ça va être long et malgré tout, ça sera superficiel au sens de certaines de mes vidéos. Alors... Est-ce qu'il y a des suggestions? Pas de suggestions. Vous venez sur Twitch que pour moi en fait. Eh bien, je vais vous envoyer... Tout se comprend, ouais, effectivement. Effectivement, ça montre qu'on peut pas raisonner en silo. Et franchement, genre un sujet comme la biomasse, les agrocarburants et tout, c'est pire. C'est pire. Et ça fait partie des... Et ça fait partie des sujets aussi où il peut y avoir le plus de trade-off entre différents problèmes environnementaux. Alors, Dave Shake, ben c'est parti. Vous lui direz bonjour de ma part. Il sait qui je suis. Si on parle du même Dave Shake. On parle du même. Ouais, raisonner en silo, on dit ça. Je sais pas, si on réfléchit à l'énergie, on pense qu'à l'énergie, ensuite on regarde que le transport, ensuite on regarde que l'agriculture. Alors qu'en fait, il y a des liens à faire entre ces différents secteurs. C'est un gros problème de l'organisation de certains champs scientifiques. Si les gens qui s'intéressent à la biodiversité vous disent, je sais pas. Si les gens qui s'intéressent à la biodiversité vous disent non, le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'espace, donc il faudrait arrêter les agrocarburants, et que celui qui vous parle de transport vous dit le gros problème qu'on a, c'est le pétrole, donc en fait on va mettre des agrocarburants, il y a un problème. Et du coup, si on regarde le problème de façon un peu plus systémique, on se retrouve à limiter certaines solutions parce que ça a des effets importants ailleurs. Et c'est pareil aussi, un grand classique des raisonnements en silo, c'est vous prenez l'aérien et ils vont dire ah, on a ça d'agrocarburant, bah on le prend pour nous. Et ensuite vous prenez le maritime, ah, on a ça d'agrocarburant et on le prend pour nous. Et en fait, chaque secteur, il va croire que il a la solution au problème alors qu'ils tapent tous dans la même ressource, quoi. Alors tu es obligé de prendre tout séparément. Voilà. Donc je vais vous envoyer voir Dave Shake. Faut que j'apprenne à prononcer les différents noms de famille quand même. Et on se retrouve pour une prochaine, après la prochaine vidéo, peut-être avant, je ne sais pas. Et en tout cas, merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé, posé des questions fort pertinentes. J'espère que ça vous est utile, ces petits lives, en plus de mes vidéos. Et puis voilà, merci d'exister, de soutenir mon travail. C'est
C'est ce qui permet de continuer d'avancer, de se fight. Et bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Allez, ciao.